Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 30 aujourd'hui. Je viens tout juste de rentrer de Montpellier où le Paris Saint-Germain a battu facilement cette équipe de Montpellier 6-2. Et en rentrant de ce déplacement en somnolant dans mon carré SNCF, accompagné du petit bruit de 3 cerveaux en train de massacrer leur ordinateur, j'ai plongé dans des pensées un peu embrumées. J'ai même fait un petit cauchemar, je dois vous l'avouer. Un cauchemar où j'ai imaginé que le Parc des Princes allait devenir comme le stade de la Mosson à Montpellier, une enceinte délabrée, laissée à l'abandon par les collectivités et un club. La Mosson qui clairement va devenir une ruine, ça je vous l'annonce. Et le pire dans tout ça, eh bien, c'est que si ça continue à jouer quand même en Ligue 1, un stade pareil qui s'effrite et qui n'a plus de standard du haut niveau. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, le Paris Saint-Germain peut pas nous faire la même chose. La mairie aussi, va peut-être falloir se parler à un moment donné. Alors je sais que c'est pas trop d'actualité. Enfin si, c'est tout le temps d'actualité finalement ce parc, mais en tout cas, il va vraiment falloir faire quelque chose pour ce stade et arrêter de s'entêter de chaque côté. Un jour, sans comprendre, on va voir partir QSI avec le PSG et son copain Arctos, partir je ne sais où avec une construction de stade, et nous, on va laisser le Parc des Princes s'effriter un peu comme la Mosson qui vraiment est dans un état lamentable. Faut pas le souhaiter bien évidemment, faut vite espérer que tout le monde se remette autour d'une table et qu'on reparle du Parc des Princes comme le stade, le poumon du Paris Saint-Germain et non pas un truc du côté de Montigny-le-Bretonneux ou je ne sais où encore. Voilà, j'avais envie de le dire sur ces quelques mots parce que vraiment, d'avoir vu la Mosson délabrée comme ça, s'il n'y a pas de projet derrière pour mettre un club à la place du Paris Saint-Germain dans ce Parc des Princes, j'imagine mal la tête du stade dans quelques années. Voilà, juste vous rappeler une chose parce que sinon je vais me faire gronder par le patron qui est un peu de YouTube, c'est notre ami Romain Bédouc. Si vous nous regardez sur YouTube, des pouces et les commentaires aussi, vous n'hésitez pas. Allez-y doucement quand vous tapez, pas trop dans la figure quand même. Ça punch quelquefois, il y a deux, trois petites attaques qui piquent en tout cas. Et puis bien sûr à tous nos fidèles podcasteurs, bien le bonjour et n'hésitez pas vous aussi à nous mettre des petites étoiles, ça fait toujours du bien. J'ai été un peu long, il est temps de vous dévoiler les titres. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de ce podcast, le Paris Saint-Germain qui s'impose 6-2 du côté de Montpellier, le triplé de Kylian Mbappé, Vitinha qui régale pendant 90 minutes et le PSG qui à 8 journées de la fin possède 12 points d'avance sur son dauphin Brest. Ça sent bon pour le titre de champion de France pour un Paris Saint-Germain qui a été très sérieux juste avant la trêve internationale. On va bien sûr faire le j'aime pas de ce match face à Montpellier et ensuite on va s'enchaîner quelques petites questions et débats avec les copains autour de la table. Luis Enrique est-il déjà sur une saison réussie avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Vitinha est-il le meilleur milieu de terrain de la saison au Paris Saint-Germain? On se posera aussi la question, on n'en a pas parlé tous ensemble. Vendredi, ils ont fait le petit tirage et oh miracle, on tombe sur Barcelone. Est-ce que Barcelone est vraiment un bon tirage pour le Paris Saint-Germain? Et enfin, on terminera avec les sélectionnés, 18 joueurs en sélection. Faut-il se faire du souci pour le Paris Saint-Germain qui, je vous le rappelle, dans moins de 15 jours, va attaquer un mois génialissime à vivre tous ensemble, mais on espère qu'il n'y aura pas trop de casse pendant la trêve internationale. De cela et de plein d'autres choses, on va en parler dans 100% PSG La Tribune. Bienvenue à toutes et à tous, je vous présente l'équipe. 100% PSG, La Tribune. Qui compose l'équipe du jour? Laurent Perrin, rédacteur en chef de la cellule PSG du Parisien. Salut Laurent. Bonjour Bruno, merci de m'avoir invité. Je suis content, on s'est calé, on a regardé les plannings et là tu m'as dit, là, ce moment-là je peux. J'ai dit, tu es le bienvenu à toi. Gentil, et merci. le retour de Laurent Perrin. Un autre retour, c'est Damien Dole. Là aussi, maintenant, monsieur a des grandes fonctions. Il faut toujours essayer de regarder un petit peu son agenda. Journaliste à Libération. Salut Damien. Salut, moi j'ai pas regardé l'agenda, sinon j'aurais pas choisi ce podcast, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Je vous laisse imaginer, on a notre petite conversation WhatsApp et toute la soirée, Vitinha a été au cœur du débat autour de Damien Dole, puisque vous le savez, c'est pas forcément son joueur préféré. Et au miracle, le jour où Damien vient, la veille, Vitinha nous colle une belle petite masterclass. Oui, face à Montpellier. D'accord, mais c'est quand même une masterclass. Je tiens à signaler comme qu'un signalement RH est parti chez Radio France. On va pas dire des trucs comme Romain, sur le harcèlement que j'ai subi dans le groupe WhatsApp. Mais ça, c'est bref. Romain Bédouc,
Romain Bédou qui est avec Sa nous. dernière émission. Voilà, donc de France Bleu Paris et du Club des 5. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous, j'ai bien hâte. C'est J'ai ça. bien hâte de cette Oui. émission. Et juste, tu parlais Oui. des commentaires YouTube. Alors, il y a des commentaires qui sont hyper sympas aussi. Et il y a surtout des commentaires de gens qui nous disent d'où ils nous écoutent. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y en a qui viennent du Sénégal, d'Amérique du Nord, etc. Donc si vous nous écoutez de loin, si vous nous regardez de loin, Montigny n'hésitez le pas. Bretonneux. Montigny c'est ça. Bretonneux. Je vous écoute de Montigny le Bretonneux, on vous attend. Mais dans 10 n'hésitez ans. pas à nous dire. Moi, je trouve ça toujours hyper cool de savoir d'où on nous regarde et d'où on nous écoute. Ouais, c'est vrai, effectivement, ça fait toujours plaisir et je maintiens quand même que Montpellier n'a strictement plus rien à faire en Ligue 1 en termes d'infrastructure. Non mais Je crois sérieusement, qu'on a compris. Bruno. Je crois que là, c'est bon. on c'est a vrai. compris. Non mais, Ouais, non, non, là, mais c'est Mais franchement attendez, est-ce que catastrophique. officiellement le stade ça s'appelle pas le stade de la Mosson France 98 parce qu'il avait été pas rénové depuis 98 Ouais, c'est depuis ça ça fait 26 ans en fait et ils n'ont rien touché et ils mettent à peine 500 000 euros dans le stade pour à peu près le tenir, mais c'est une catastrophe. Je vous Oui, assure. ils c'est une ont catastrophe. un nouveau projet de stade. Oui, mais qui est Le stade bloqué. Louis Nicolas qui est complètement bloqué. Voilà, qui est complètement bloqué, qui n'avance pas. Et je peux vous assurer, tu peux pas continuer comme ça avec un stade pareil. Enfin, ça a des standards de club de national, voire de national 2. Bon, Et bref. tu as raison de rappeler qu'un bras de fer avec une collectivité locale, en l'occurrence une mairie, ça peut durer très 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 longtemps et ça peut faire beaucoup de mal à un club. Voilà, mais c'est pour ça. C'était peut-être pas bien Moi, amené. j'avais bien compris le Voilà, clin mais t'as d'œil, ouais. compris mon truc, Mais voilà. oui, oui. Et je trouve Après, il y a qu'on Nîmes, n'en est pas loin. Nîmes ils sont en train de refaire les costières si le club il n'existe plus Montpellier vont peut-être Ouah, va pas nous dire ça. Là, tu vois, je peux avoir des problèmes avec Montpellier, c'est pas grave. Mais là, si tu commences à mettre Nîmes et Montpellier, là, on est Oui, foutu. si tu confonds Nîmes et Nice aussi. oui. Voilà, vous pouvez. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, voilà, hein. Un petit peu, mais pas assez. Les amis, en tout cas, heureux de vous retrouver. C'est parti donc pour cette tribune. Je vous le rappelle, hier, le Paris Saint-Germain s'est imposé 6-2, ouverture du score avec du Kylian Mbappé qui a marqué. On a eu aussi du Vitinha, du Nuno Mendes, triplé de Kylian Mbappé et du Kang-in Lee. Les frappes à l'extérieur de la surface ont fait mouche. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 6-2. On rappelle, ça a fait 2-0, 2-2. Semble-t-il, il y avait d'autres pénaltys à siffler pour l'équipe de Montpellier. J'ai lu ça ce matin dans l'équipe. Et puis, le Paris Saint-Germain s'est énervé en deuxième période et a vraiment fait tourner ce match 6-2, l'un des plus larges scores de la saison pour le PSG. On va faire le j'aime pas avec vous et pour souhaiter la bienvenue et les retrouvailles avec Laurent. Laurent, ton j'aime s'il te plaît pour commencer et on en parlera bien sûr avec les copains autour de la table. Alors moi j'ai beaucoup aimé pendant ce match l'énergie qui se dégage de cette équipe, l'enthousiasme des joueurs. Franchement, on ressent quelque chose. En les regardant, ça bouge, il y a des connexions, il y a de l'inspiration, il y a du mouvement. Tout ce qu'on attendait, voilà, c'est en train de se mettre en place. On a vu contre Nice en Coupe de France une première demi-heure qui, selon Luis Enrique, était sans doute la meilleure de la saison. Hier soir, il nous a dit que c'était peut-être le meilleur match de la saison. Voilà, ça monte petit à petit. Et puis ça fait plaisir, quoi. Ouais, effectivement, ça fait plaisir de voir cette équipe dynamique et à réaction aussi. Damien, voilà, elle baisse un peu le pied, elle fait un peu des bêtises, mais elle est capable de se reprendre. On en a connu des équipes qui baissaient le pied et qui se regardaient les pompes et qui finissaient mal les matchs. Bah en fait, finalement, à la mi-temps, moi, j'étais pas si inquiet que ça. Je vais pas dire que j'étais persuadé de la victoire, etc. Mais j'étais pas, voilà, j'étais pas stressé plus que ça parce qu'on voit des choses dans cette équipe. En fait, en regardant le match, si on voit juste le live score, évidemment, on va dire 2-0, 2-2 à Paris. Et en fait, finalement, quand on regarde la première mi-temps, on voit comment ces deux buts arrivent. On voit le penalty, avec Donnarumma. Pour moi, toujours incompréhensible. Donc voilà, donc finalement, en fait, il y a eu quand tu dis cette réaction, finalement, pour moi, je l'attendais. Je pensais pas forcément à 4-0 en deuxième mi-temps. Mais voilà, moi aussi, je suis vraiment totalement séduit. Bon, depuis le début de l'année, je suis séduit par Luis Enrique. Des fois, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas. On en parlera tout à l'heure. Mais là, franchement, c'est hyper agréable à regarder. Ouais, elle donne la banane, cette équipe, Romain. Mais ce que j'ai surtout aimé en seconde période, c'est que à 3-2, à 4-2, tu peux te dire, bon, ils vont commencer à ronronner, ils vont, voilà, c'est bientôt la trêve internationale. Non, il y a une volonté de mettre le 5e, il y a une volonté de mettre le 6e, il y a une volonté après le 6e de continuer à faire du pressing, de continuer à essayer de faire les efforts. De presser Donc, jusque dans les arrêts de jeu, en fait. Ouais, jusque dans les arrêts donc de jeu, ça presser, en fait, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et quand on parle de patte d'entraîneur, c'est de ça dont on parle, c'est d'avoir une identité qui est là continuellement, la volonté de dominer. Et d'ailleurs, Luis Enrique, il l'a dit un peu après, et même les Parisiens qui ont été interrogés, ils l'ont dit après, leur volonté, c'est de dominer, c'est de montrer
montrer qu'ils sont là et qu'ils doivent faire peur et ils vont faire peur à tout le monde. Oui, en fait, retrouver ce Paris Saint-Germain qui faisait peur à toutes les équipes quand ça se déplaçait. On était là pour faire mal, finalement, c'était ça aussi. Moi, je me rappelle du PSG de Zlatan, quand on se déplaçait, c'était pas la même chose. Damien, ton j'aime pas, pour commencer, on va faire le tour avec chacun, un j'aime et un j'aime pas. Bah justement, en fait, c'est finalement une transition avec ce que tu viens de dire. Moi, c'est le calendrier. Alors, c'est pas le calendrier, il est ce qu'il est. C'est la faute de personne. C'est la trêve internationale. Voilà, il y a la trêve internationale. Puis après, il y a un enchaînement de matchs qui n'est pas identique pour le Barça d'ailleurs, parce que Paris aura des matchs beaucoup plus de matchs en fait sur la zone avant la rencontre aller du Barça. Ils n'en ont plus que 2 le Barça. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, nous, voilà, j'ai cette crainte-là en fait de l'enchaînement des matchs. J'espère que sur la trêve internationale, que les joueurs seront gérés correctement par les différents coachs. Mais il y a toujours cette crainte des blessures de Paris. Paris était finalement, peut-être pour la première fois, je ne sais pas depuis quand, peut-être depuis 2012, depuis 2013, plutôt épargnés. Enfin, tous ces joueurs cadres en fait ont été épargnés par les blessures sur cette période de janvier-février. Et là maintenant, on est mi-mars, on est même dans la deuxième moitié de mars. Voilà, moi j'ai juste cette crainte-là parce qu'il y a ça n'existe pas l'ADN des blessures, ça n'existe pas cette idée-là. Mais voilà, j'ai peut-être par superstition, voilà, Pardon, non, ils ont même plus qu'un seul. Oui, ça, ils n'ont qu'un seul match avant la rencontre aller. Et après, il y a 10 jours entre leur dernier match et l'aller. Et juste pour rappeler, le calendrier du Paris Saint-Germain, c'est Marseille le 31 mars, et ensuite ça s'enchaîne. C'est Rennes en Coupe de France le 3 avril, c'est Clermont-Ferrand, on va dire que c'est un peu le match plateau le 6 avril, et ensuite derrière, bien sûr, la Ligue des Champions avec Barcelone, et ça va s'enchaîner comme ça. Il y a Lorient au milieu, un déplacement à Lorient, et après tu vas à Barcelone. Tu voulais réagir sur le propos de Damien, Laurent? Juste sur les blessures, il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que Marquinhos s'est blessé. On ne sait pas s'il va revenir. Tout le monde nous dit c'est pas grave et tout, mais on n'est même pas inquiet par rapport au Barça. Moi, Ouais. Ça c'est assez parce que c'est pas n'importe qui, c'est Marquinhos quoi. Et on se dit s'il est pas revenu pour le Barça, ça va le faire quand même quoi. Et ça joue aussi fluide que le Paris Saint-Germain, parce que si je demande le j'aime pas de Romain Bédouc, et regarde bien ce qui va se passer. Mais c'est qu'on minimise l'absence de Marquinhos. Ah bah voilà, très bien, tac, mais oui, mais attends, ça combine. Mais oui, mais parce que comme l'a très bien dit Laurent, ce qu'il y a dans cette blessure de Marquinhos, c'est qu'elle est hyper énigmatique. Il sort donc contre Nantes, c'était il y a plus d'un mois maintenant, c'était le 17 février. Il est là pour la Real Sociedad, en étant sur la feuille de match, sur le banc, mais il ne rentre pas parce qu'il y a aussi le scénario de match. Je ne sais pas s'il pouvait rentrer si le PSG était dans l'urgence. Il y a sa blessure qui se transforme en une douleur au mollet, en douleur au tendon d'Achille, ce qui est un peu bizarre. Alors ça, on m'a expliqué que c'était normal, que ça pouvait descendre. Ça descende comme ça. Ça descend Bon, comme ça okay. du mollet au tendon, c'est jouable. Mais ça n'empêche que voilà, ça montre un petit peu la gravité du truc. Et puis il y a un genre de non-dit. Son forfait pour la trêve internationale, il est officialisé par le sélectionneur brésilien, qui a rappelé, c'était il y a une semaine maintenant, qui a rappelé d'autres défenseurs en disant Marquinhos sera blessé, alors que nous on savait même pas. Donc c'est un peu bizarre. Et dans la vision qu'on a de cette blessure, je trouve que Laurent en parle, mais j'ai l'impression que ceux qui s'inquiètent de ça sont hyper minoritaires. Alors, en revanche, moi, comme j'adore Marquinhos et je fais pas de mauvais esprit, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de malédiction du record Pilorget, ce record qui était promis à Verratti. C'est vrai. Voilà, alors là. Laurent, là, c'est. Voilà, je pose ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez, je pose juste ça comme ça. Quoi. Mais donc, ouais, et quand on voit, parce que ça permet aussi de parler de la presta d'hier, mais quand on voit Danilo qui ne rassure pas, moi j'entends pas mal de personnes de dire est-ce que Marquinhos fait, Danilo peut le faire aussi? Non, c'est faux. Non, Danilo il rassure pas, il a des failles derrière, notamment en termes de vitesse, d'exécution, même de solidité parfois, qui font que Marquinhos c'est une vraie force en fait dans ton effectif. En plus, avec un Hakimi qui est pas là et Marquinhos qui pour le match aller face au Barça, et un Marquinhos qui peut aussi décaler un petit peu. Il a déjà joué un peu à droite, axial droit, etc. Je trouve que ça pourrait être une absence qui serait hyper préjudiciable pour le Paris Saint-Germain, et on en parle très très peu. Je me rappelle juste, j'ai posé la question à Luis Enrique, c'est moi qui pose la question en conférence de presse, il y a deux confs, et je lui posais la question, et lui il a dit pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, voilà, on assure le coup, on veut qu'il revienne à 100%. Voilà, il a voulu rester positif. Tu voulais réagir, Damien? Oui, mais ce qui est assez drôle, c'est que là, du coup, j'ai même vérifié, parce qu'il y a un joueur en défense centrale aussi qui est blessé depuis un certain temps, qu'on a complètement oublié. Skriniar. Voilà. Non, on l'a pas oublié.
Ça fait 2 coups de poignard dans le dos que tu me fais en 2 secondes. C'est le record de Verratti plus ça. C'est une manière rhétorique d'avancer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était la défense titulaire et limite plus ou moins. Alors, je vais pas dire indiscutable parce qu'on y avait déjà des choses qui avaient été dites sur Skriniar avant son arrivée, qui avaient été vérifiées lors des premiers matchs contre Paris sur sa lenteur, etc. Et puis Marquinhos aussi, il y a des fois des critiques qui peuvent être formulées sur lui, et notamment par rapport au jeu qu'invoque Luis Enrique, c'est-à-dire de vraiment regarder vers l'avant, d'éviter de reculer le plus possible. Marquinhos, des fois, a pu avoir ces défauts-là dans son histoire avec Paris. Mais on a l'impression qu'en fait, la charnière centrale avec laquelle on a commencé cette saison, qui était ce qui a été avec en plus 2 joueurs qui sont installés quand même dans le football international, et bien là maintenant on se transforme avec totalement autre chose. Et, enfin, je ne sais même pas d'ailleurs quelle est la charnière du coup maintenant aujourd'hui Pour moi, titulaire. pour moi, c'est quand même qu'en début de saison, on se posait quand même beaucoup de questions sur cette charnière. Bien sûr. Beaucoup. Et pour être juste clair par rapport à ce que je dis, moi j'espère que Marquinhos reviendra parce que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment plus fort avec Marquinhos. Skriniar, on lui souhaite de faire l'Euro et puis après il va falloir le transférer, quoi. Ça, je suis assez d'accord. Juste, puisque tu as souligné tout à l'heure, on parlait de record, le record de Jean-Marc Pilorget, de Monsieur Pilorget, 435 matchs avec le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, Marquis, il est à 433. Donc en fait, et là, il est en chambre. Voilà, il attend. Il y a même plein de choses qui ont été préparées par le Paris Saint-Germain, par lui, par ses proches, pour dire, ben voilà, il va battre le record. Et on attend. Et on attend. Et on attend et on espère qu'il sera de retour au plus vite. Bien évidemment, Pour le Clermont, capitaine du PSG. Paris Saint-Germain. Ouais, c'est Pour le fêter contre Clermont. C'est ça. Poète. Ou peut-être face à Barcelone. Face à Barcelone, on ne sait jamais. Voilà, pour l'histoire de mettre un petit peu les choses en place du côté de Barcelone. Mon cher Laurent Perrin, ton j'aime pas, s'il te plaît. Moi, j'aime pas. Donnarumma, j'ai pas aimé qu'il nous fasse l'italien contre l'arbitre et tout. Voilà. C'est un match à Montpellier. Il y a faute, il y a un moment. Basta, vas-y, va dans ton but. Et comme l'a dit Damien, ils égalisent, mais il n'y a pas de danger. On sait qu'ils vont le gagner, ce match et tout. C'est vrai qu'il a beaucoup de palabres dans ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il a vraiment pas compris ce qu'on lui reprochait. Oui, mais franchement, moi, mais il doit maîtriser son. Après, on peut discuter du pénalty, mais une fois que l'arbitre a sifflé, une fois qu'il t'a dit pas de VAR, point. Allez, on y va. Alors, joue, quoi. en fait, vraiment, Voilà, je pense que c'est là-dessus, on est vraiment dans le problème du VAR tel qu'il est utilisé dans les règles du foot. L'arbitre n'a pas. C'est qu'en fait, dans le cas régie, ils disent sûrement qu'il n'y a pas faute, qu'il y a faute, ou en tout cas qu'il n'y a pas manière à revoir l'action. Alors que et lui et Mbappé, on voit qu'ils font des gestes. Non, mais ils font des gestes pour dire allez voir la faute, allez juger par vous-même. Et je pense que lui, étant tellement persuadé, il dit mais en fait j'ai dégagé le ballon et après oui il y a un choc, mais comme dans le foot ça arrive souvent et souvent d'ailleurs dans ces occasions-là, c'est le gardien qui a raison et parfois même mais la faute est sifflée pour le gardien. Ne l'appelle pas en lui disant je pense que tu t'es trompé, va vérifier. Lui il y va pas. Oui, non mais c'est même la règle. Donc c'est aux joueurs qu'il va falloir expliquer la VAR. Non mais c'est même la règle. Mais je pense que là on est sur un problème de VAR justement. Je pense que l'arbitre devrait pouvoir s'autosaisir quand il y a vraiment des vrais doutes. Et là en fait quand on voit cette action-là. Mais qui détermine le doute? Parce que si l'arbitre dit que si l'arbitre il te dit moi j'ai pas de doute. Non mais après si l'arbitre dit parce que lui en fait on voit à un moment donné Mbappé quand il lui dit ça en fait il dit en fait en gros que dans l'oreillette on lui dit qu'il y avait rien. Enfin qu'il y avait rien, qu'il y avait pas à changer quoi. Il y avait pas à changer la décision. Qu'il n'y avait pas matière à changer. Et donc oui mais sauf qu'en fait à mon sens c'est le maître du jeu c'est l'arbitre. Après que l'arbitre se trompe ou pas qui décide de. Mais après en fait du coup ça crée un hiatus. Ça crée un hiatus où là, en fait, voilà, il dit je ne veux pas voir parce qu'on me dit que je n'ai pas à aller voir. Non, mais tu vois, on sort du tournoi à destination, on a vu des problèmes d'arbitrage, mais où on a vu un vrai respect des joueurs par rapport à l'arbitre. Une fois que l'arbitre a donné sa décision et qu'il a expliqué qu'on ne faisait pas appel à la VAR, ok, t'es gentil, tu vas sur ta ligne de but, t'essaies de l'arrêter. Mais tu parles du tournoi à destination, ce qui est hyper intéressant et ce qui devait être à la base démocratisé dans le foot français, là, c'était une des idées de l'été dernier, c'était la sonorisation des arbitres. Parce que moi, ce que je pense véritablement, c'est que. Bouge pas, ils vont la faire là, sur la D1 féminine, dans des stades tout vides. Tout est un problème de pédagogie et de compréhension des décisions. C'est-à-dire que si ça va influer aussi et ça influera aussi sur le comportement même des joueurs, je pense, sur le terrain. Si on comprend quel est le processus de réflexion de l'arbitre pour prendre une décision. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas habilité à prendre des décisions d'arbitre. Mais au moins, on voit qu'il y a un process de réflexion. Alors que là, on a l'impression que
bah, il y va pas parce qu'il sait pas trop, parce qu'on sait pas si c'est l'image qui est pas bonne, parce que en fait, il y a une zone de flou et d'ombre qui nous donne une interprétation qui, ça se trouve, est pas la bonne, et après, on fait des débats là-dessus. Mais la séquence d'hier soir, ça veut dire effectivement, comme tu le dis, il faut expliquer au public. Hier soir, tu as aussi l'impression qu'il faut l'expliquer aux joueurs. Mais parce que s'il y a la sonorisation des arbitres, je pense que les joueurs, quand on va entendre les échanges qui vont se passer, au fur et à mesure, ça va s'arrêter. Ouais, ça va s'arrêter. Tu vas Donnarumma à genoux devant lui en lui disant C'est vrai que ça, pareil, fais comme moi, tu pars en vacances en Italie tous les ans, tu comprendras. Et tu vas kiffer aussi. Moi, j'ai kiffé quand il a fait ça. Non, moi j'ai dit Verratti avait le droit. Ah, tu vois, regarde, un point dans ton camp. Bon, ok, il a raison. J'aime pas d'autres insists. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, du côté de France Bleu Héros, les copains de France Bleu Héros, Bertrand Queneut et Benji Psaume, le consultant, on en a parlé après le match. On a halluciné de voir l'attitude des Parisiens qui prennent par le bras l'arbitre, qui le secouent, qui le mettent de côté et qui dégagent deux joueurs montpelliérains en disant vous dégagez, on parle à l'arbitre. Il fait mais ça c'est il fait vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Il fait c'est de l'arbitrage pour les gros clubs. Il fait nous, on est les voilà. Ouais, heureusement qu'il a maintenu le penalty. Oui. Voilà. Ah ben non, mais effectivement, cette image de Mbappé qui prend l'arbitre, qui le convoque limite en lui disant viens t'expliquer. Il faut que je te parle. Non mais c'est vrai, c'était vraiment hallucinant. Voilà pour j'aime pas de ton j'aime pas. Laurent, avec toi Damien, j'ai eu ton j'aime, donc c'est ton pas, donc je veux ton j'aime, pardon. Exactement, c'est le retour en forme du coup de Nuno Mendes, parce qu'on avait dit, on a été plusieurs à dire le retour de Nuno Mendes, ça faisait du bien, mais là pour le coup c'est à mon sens, son vrai premier très bon match. Il fait une moitié. Mais en fait, on a retrouvé les qualités de Nuno Mendes et je trouvais que sur son retour, mais ce que je pouvais comprendre totalement, c'est-à-dire et physiquement et aussi peut-être dans la crainte en fait de se reblesser, en fait, il n'allait pas forcément sur ses qualités à lui, c'est-à-dire la percussion, c'est des grosses accélérations, le fait de c'est ce pourquoi on l'a aimé en fait, ce pourquoi quand il est arrivé, on a été enchanté. Et là hier, il y a eu des séquences qui a évidemment le but, c'est la quintessence de sa mi-temps. Mais vraiment, je sais qu'on aura des soucis. Et Romain, une fois d'ailleurs, l'avait dit en début de saison, d'ailleurs, on ne peut pas faire avec Nuno Mendes ce qu'on fait avec Hakimi, sinon il y aura une forme de déséquilibre. Et j'entends totalement cet argument-là. Mais en fait, si déséquilibre il doit y avoir, au moins avec des joueurs aussi agréables à voir jouer et aussi talentueux. Je suis enchanté totalement de ce retour-là. Je ne suis pas autant dans l'attente du retour de Marquinhos, même s'il y a des raisons objectives pour l'attendre. En revanche, sur Nuno Mendes, j'ai vraiment regardé son match avec un sourire pendant toute la rencontre. Et c'est marrant parce qu'on ne s'est pas vu depuis une semaine, mais il y a eu 2 matchs quand même, et il y a eu une séquence. Après le match de Nice, Nuno Mendes, tous les joueurs rentrent au vestiaire, et là, le virage Auteuil scande Nuno Mendes, il va vers eux, il passe un moment avec eux, va leur donner son maillot, et hier, il saute dans le parquage, dans le filet du parquage, il tombe dans les bras d'un gars, d'un ultra, il est tellement heureux, tu sens que... Ils sont soulagés. Soulagés aussi. C'est 10 mois, on l'est tout autant. Hein. Et on l'est tout autant d'ailleurs. Ouais. C'est quand même 10 mois de galère. Et pour revenir sur l'aspect tactique, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que hier, le rôle de Nuno Mendes, pour moi, il est différent de celui qu'il a eu depuis son retour. C'est-à-dire que hier, il est pleinement le latéral offensif à la Hakimi, alors que Hakimi, lui, joue plus le latéral défensif à la Lucas Hernandez. Et même d'ailleurs sur le début de match, Hakimi est aussi dans ce rôle un peu plus défensif, et Lucas s'est vachement projeté sur la première période. Lucas Hernandez en grande difficulté. Ouais, défensivement, il était en grande difficulté, mais offensivement, il a essayé de se projeter, il a essayé d'amener un peu plus de surnombre devant. Je vous invite à lire le papier de Dan Pérez sur le site de l'équipe, qui a donné toutes les évolutions tactiques qu'avait essayé de faire Luis Enrique hier face à Montpellier, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de trucs qui ont été testés, et notamment ce nouveau positionnement d'Hakimi qui va presque devenir un troisième central pour que Nuno Mendes épouse le rôle de latéral milieu de terrain qui va aider devant. Donc effectivement, il a été meilleur aussi parce qu'il est dans un rôle qui lui correspond peut-être. Après, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'un des grands points forts de l'équipe, qui est le duo Hakimi-Dembélé. Ah, bien sûr, ouais. Oui, mais tout est une question mais là aussi tu prépares le Carralé. Le Carralé, Hakimi, il sera pas là. Donc il y a un moment où tu dois essayer de voir une autre possibilité. On parlait de comment on pouvait le remplacer, parce que numériquement, on va pas avoir un autre latéral droit qui va faire du Hakimi. Donc est-ce que c'est pas en allant de l'autre côté avec Nuno Mendes qui va pouvoir apporter aussi ce qu'il a apporté Hakimi. Damien, pour terminer et clore là-dessus, et après je veux entendre bien évidemment Romain sur son j'aime.
Je vais terminer par une analogie cinématographique. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Goodbye Lenin. Oui, Voilà. tout à fait. Eh bien, T'aimes en bien fait, ça, toi? eh bien, j'adore ce film. Eh bien, en fait, Nuno Mendes, vous savez, il s'est endormi un petit peu comme l'héroïne en fait du film. Il s'est endormi, tu vois, dans une RDA qu'elle a rêvé, etc. Il avait Neymar, Verratti, Messi pour combiner. Et puis il se réveille, et puis il a Ugarte, Vitinha et Kolo-Muani. Et donc en fait, j'ai eu peur. Et vous savez, ces enfants en fait essayent de tout faire pour la conserver, pour pas qu'elle ait le choc et qu'elle soit traumatisée à donc vie. c'est pour et ça que qu'elle- Lee Kang-in a mis et un qu'elle- but à la Messi hier. Exactement, c'est pour ça. En Ouais. fait, c'était quelque part pour lui dire ne t'inquiète pas, regarde, en fait, le monde que tu crois qui s'est effondré, en fait, regarde. Mais- Certes, c'est Ugarte maintenant, mais Mais ce nouveau monde est peut-être encore plus beau que le précédent. Oui, et j'aime pas du tout la est-ce chute qu'il y a de plus beau que la la chute de RDA? cette histoire. en revanche. Ah, J'aime bien non, le début que j'ai fait. en mais plus, la chute- beaucoup plus beau et peut-être, il Est-ce va qu'il y a devoir plus prendre beau des que l'Allemagne de responsabilités. l'Est, franchement? Non. Mais il va devoir prendre des responsabilités et c'est peut-être lui deviendra une star de ce Paris Ah, Saint-Germain. c'est tout ce que je souhaite au PSG. Et on l'attend effectivement du côté de Nuno Mendes. Vraiment une belle allégorie là. On Ouais. est parti sur du J'ai Goodbye pensé dans le Lenin. métro entre Duplex et Biraken. J'ai l'impression que j'ai souri tout seul à ma débilité. Romain, on termine avec toi, Ouais. avec ton j'aime. Le Mbappé nouveau, c'est comme le Beaujolais. Ouais. pas mal. Le Mbappé. Attends, il n'est pas nouveau, il vient d'où Si, la pour nouveauté, moi- elle vient d'où? Ah, moi, la nouveauté, c'est que depuis Monaco, c'est pas le même Mbappé. Depuis le début je parle dans l'attitude qu'il a sur le terrain, dans son rapport au collectif, dans les efforts qu'il va faire, qui sont des efforts avec ballon et sans ballon. Je trouve que c'est pas le même. Je trouve que son match face à la Real Sociedad est très très bon collectivement. Je trouve que sa rentrée contre Reims, même si ça n'avait pas donné de but en plus et ça avait gardé le match nul pour Paris Saint-Germain, c'était une bonne rentrée. Le match d'hier, en plus du triplé, enfin, prenez le match d'hier et le match de Reims où Mbappé met un triplé aussi, et venez, on compare les deux matchs de Mbappé, puisque là il y a deux triplés, donc on peut dire à chaque fois c'est deux très bons matchs. Non, il y en a un où il fait un très très bon match hier, et il y avait un match contre Reims où il avait fait un match et il avait mis un triplé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la nuance qu'il y a entre les deux. Et donc je le trouve beaucoup plus en rapport avec le collectif, je le trouve beaucoup plus cohérent, il surjoue pas, il cherche plus la solution collective qu'individuelle, il fait jouer les autres. Et ouais, c'est cool quand même, parce que en fait, on a un collectif qui est de plus en plus rodé et qui met Mbappé dans les meilleures conditions pour qu'il brille. Et donc Mbappé brille parce que c'est un joueur de classe mondiale qui, quand il est mis dans les meilleures conditions, va te faire la différence pour ton équipe. Et en plus on a un Mbappé qui va réussir à magnifier un collectif qui manquerait d'un finisseur de grande classe. Donc ouais, c'est tout bénef, quoi. Et Laurent, Après, est-ce que tu l'as vu Pour ce nouveau schématiser, Mbappé tu vois, j'ai l'impression d'une équipe qui ne se repose pas uniquement sur lui. Oui, bien J'ai sûr. l'impression que les autres joueurs ont pris leurs responsabilités, proposent quelque chose, bougent beaucoup plus, et donc lui, quand il a le ballon, il y a beaucoup plus de solutions. Alors qu'avant, c'était un peu, tu vois, l'effet Zlatan, c'est-à-dire on te passe le ballon et puis démerde-toi, et puis si tu plantes 3 buts. Là, il y a un collectif, il y a une équipe, donc lui, forcément, prend beaucoup plus de plaisir. Il marque, il fait marquer, il participe. Enfin, quand tu les regardes, et on retrouve Ils sont mon gène, contents, quand tu les gars, regardes, quoi. tu sens qu'ils s'amusent sur le terrain, tous. Mais il y a juste une action, excuse-moi Bruno, il y a une action où c'est Hakimi qui part en contre-attaque, ils sont en 3 contre 2 je crois, et donc Hakimi fixe, il y a Mbappé qui va la demander à gauche et Warren Zaïre-Emery qui part à droite. Et finalement Hakimi se sert de l'appel de Mbappé à gauche pour la donner à Warren qui va taper le poteau, ça tape le poteau, je crois que c'était juste avant le 6-2 je crois, ou juste après, un truc comme ça. Mais cette action-là, il y a quelques années, je suis pas sûr qu'elle aurait été possible. Je suis pas sûr que Hakimi l'aurait cherché absolument Mbappé, quoi. Il y a quelques mois. Oui, C'est même même il y a quelques quelques mois. mois, oui. hein. Non, mais en fait, j'ai pas envie de mettre ça que sur Mbappé. C'était aussi le cas quand il y avait Neymar, c'était aussi le cas quand il y avait Messi. Ouais. Donc c'est pas que lui. Le but, c'était de chercher la superstar. J'ai cru que tu allais parler de la contre-attaque de Hakimi, toujours, avec Kolo-Muani qui fait un sprint de fou, super centre. Ouais. De Hakimi, vous voyez cette action? Ouais. Je l'ai regardé 5 fois pour comprendre comment Kolo-Muani avait réussi à la rater. C'est inexplicable parce que le défenseur de Montpellier, il la touche Une pas. passe décisive hier pour Randall Oui, Kolo-Muani. oui, non, c'est super. Mais là, en fait, le mec te fait une course de Ouais, 60 c'est super, mètres. Bruno. Il fait une course je de retiens- 60 mètres. Il oublie de ralentir pour reprendre le ballon. Je retiens c'est super pour la partie sur Vitinha tout à l'heure. C'est super. Non, mais Super. Non, je l'ai regardé Question 5 fois suivante. cette action. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais dans les intentions, c'est cool, c'est bien. C'est bien de pas être, d'avoir cette force en termes de but de la part de Mbappé, mais en même temps, tu as l'impression qu'il est au bout d'un truc. Il n'est pas tout seul à faire son truc, il est au bout d'un truc. Oui, juste pour terminer rapidement, Très bien. tu dis que c'est
que c'est aussi une question de collectif qui est un peu mieux huilé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'attitude et qu'il a peut-être réalisé que en fait, ces statistiques ne suffiront pas en fait à faire accepter à tous les supporters en fait son départ et que s'il veut que son départ se passe le plus correctement possible, surtout dans un club comme Paris, qui a jamais vraiment su dire au revoir à ses joueurs depuis que ce club existe quasiment. Eh bien, en fait, il va falloir qu'il montre beaucoup plus sur le terrain. Et c'est vrai que là-dessus, sur le dynamisme et sur son activité, on va pas le voir presser encore pendant tout le match. On lui demande juste, en fait, de toute façon, de couper des lignes de passe sur les pressings hauts. En fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'aussi sur l'attitude, il y a une forme de prise de conscience de sa part, de se dire, voilà, si je veux réussir, mais à la fois, si je veux réussir mon départ et aussi si je veux que Paris aille loin, et du coup, moi, Kylian Mbappé, ça m'aidera en fait pour ma carrière si Paris va le plus loin possible. Je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience. Voilà. Mais après, j'ai aucun moyen de le prouver. On termine ce tour de table. C'est terminé pour le J'aime pas. C'était bien placé, bien évidemment, pour parler de Kylian Mbappé, 24e but, 22, 23, 24 hier soir pour la Ligue 1. Bon, ça, le trophée de meilleur buteur, il va l'avoir en partant. Derrière, 250 buts avec le Paris Saint-Germain, qui est quand même assez fou niveau des stats. Et il est passé le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 avec 188 réalisations. Voilà, je les ai retenues à peu près de tête pour Kylian Mbappé. Les amis, avant de faire la première pause, on va s'ouvrir un premier débat. Et ce débat, il va être sur un homme qui se nomme Vitinha. Vitinha qui, en début de saison, ou pour certains, c'était pas possible qu'il soit le remplaçant du grand Marco Verratti. Et puis, il s'est installé. On a l'impression que ce garçon est Luis Enrique compatible, qu'il comprend le Luis Enrique. Hier soir, il nous a fait un très, très gros match face à Montpellier. 1 but, 2 passes décisives et on lui a posé la question de savoir si c'était le meilleur match qu'il ait pu jouer avec le Paris Saint-Germain. Et la deuxième question, ça c'est de ma part, je vais demander s'il se sentait bien dans cette Luis Enrique team. On l'écoute tout de suite. Peut-être, je laisse ça pour vous, pour les fans, pour tout le monde dire. Peut-être que le monde va dire ça parce que j'ai fait un but et 2 passes décisives. Et ça, c'est important dans le foot d'aujourd'hui. Mais je vois plus de choses que le but et le passe décisive. Il y avait des matchs déjà que j'ai fait très bien, mais je n'ai pas marqué ou je n'ai pas fait de passes décisives. Donc, je vois pas seulement la contribution pour but. Il y a plus dans le match. Je sens que tu te sens bien dans ce... Bien sûr, si vous pouvez voir ça, je confesse que je me sens bien sur le terrain, je sens la confiance et l'équipe, il y a une grande dynamique déjà, les choses vont bien. Je confesse. Eh oui, attends, elle a placé. Neymar, il l'a pas placé. Neymar, en 6 ans, il n'a jamais placé, je confesse. Mon fils de 4 ans, il sait dire des mots de 3 syllabes aussi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bravo à Vitinha pour son français, sa disponibilité avec la presse. Il a passé un petit moment avec nous, plus de 3-4 minutes. Ça n'arrive pas souvent pour un joueur du Paris Saint-Germain en zone mixte. Il était heureux hier de venir prêcher sa bonne super parole. Bien. Ah bah oui, non mais je me moque pas. Et puis ça fait plaisir. Je note juste que la communauté portugaise, Mendes nous a surpris la semaine dernière et s'est ramené à parler en français au micro des médias en zone mixte. Bon, Danilo, j'en parle pas, ça travaille aussi très fort. Et à première vue, Gonzalo Ramos arrive aussi lancé pour pouvoir parler en français. Ce qui est bien, ça s'intègre du côté dans le projet parisien. J'en ai un, il est chaud bouillant. Ma question est, Vitinha est-il le meilleur milieu de terrain de la saison au Paris Saint-Germain? Je la pose cette question parce que on l'a un petit peu baladé de partout et on a l'impression qu'il prend de plus en plus de volume du côté du milieu de terrain et devant cette défense où il travaille bien, Vitinha. Il est souvent baladé par Luis Enrique, mais il comprend à peu près tout ce que lui demande le coach parisien. Les amis, tour de table. Laurent, je sais que tu vas être un peu l'un des hommes neutres. Alors, je vais attaquer avec d'abord Romain, voilà. Et derrière, on aura Damien, sûrement. Et après, Laurent viendra un petit peu peut-être calmer les esprits, car je vous rappelle qu'on a le président du fan club de Marco Verratti. Marco va bien? Il va super bien. Ouais. Il profite de Le sa tournoi retraite. s'est bien passé ce week-end ou pas? Un tournoi de Il paddle. profite de sa retraite tranquille. Ah, c'est une retraite. C'est une retraite. Bah oui, écoute. Voilà, c'est clair. Il a pas 30 ans, le frérot. Il reviendra un de ces jours. Allez, cher ami, Romain, c'est toi. Est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain Non seulement c'est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais en plus, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain par défaut. C'est-à-dire que au Paris Saint-Germain, cette année, on a eu des milieux de terrain qui ont eu des bonnes, voire des très bonnes périodes. Ugarte, le début de saison, est très bon.
il pouvait légitimement avoir ce titre de meilleur milieu de terrain du PSG au vu des prestations qui sont après devenues moins bonnes, mais elles étaient très très bonnes en début de saison. Warren Zaïre-Emery a été le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain sur une période également. Après, il y a eu sa blessure, c'est un peu plus compliqué depuis 2024. Vitinha, il est, malgré les bonnes prestations des autres, il est le meilleur milieu de terrain du PSG. Pourquoi ? Parce que, en plus d'être décisif comme il a pu l'être hier, il est polyvalent, il est essentiel offensivement et défensivement, parce que je me rappelle du début de saison où ça jouait à 2 devant et Mbappé, il fallait absolument avoir Vitinha qui venait de son côté pour compenser défensivement le fait que Mbappé ne défendait pas. Donc il arrive à venir dans plein de schémas et à se sentir toujours utile. Voilà, c'est pas une. En fait, il faut pas rentrer dans un débat de se dire qu'est-ce que ça dit du Paris Saint-Germain si Vitinha est le meilleur milieu de terrain. Il faut regarder les matchs et en regardant les matchs, on voit que Vitinha fait des bonnes, voire des très bonnes prestations régulièrement. Et donc, dans le schéma de Luis Enrique, oui, c'est le meilleur milieu de terrain du PSG. Damien Doll, je vous laisse la parole. Est à la défense ou à l'attaque ? Ouais, l'attaque plutôt. À l'attaque. Alors, c'est pas lui qui va décider des débats. Donc, en fait, quand il dit on va rentrer dans le débat de qu'est-ce que ça dit du Paris Saint-Germain, bien sûr que si, on va rentrer dans ce débat-là. Bien sûr, qu'est-ce que ça dit du Paris Saint-Germain. Moi, hier, tu sais quoi ? C'est quoi ? Malgré ton harcèlement contre moi, qui est très difficile à vivre, j'en ai pas dormi de la nuit. À Libération, ils me disent mais qui est ce Romain dont tu parles tout seul depuis tout à l'heure ? Je leur ai fait lire les conversations, ils sont outrés. Bon, de toute façon, ils ne pouvaient pas les lire, tu les publies en public sur Twitter maintenant. Attends, t'aimes plus ça. Attends, non, mais là, c'est une accusation. Incroyable. Bref. Revenons à notre débat. Vitinha, hier, a fait un bon match. Un très bon match. J'allais dire virgule, voire un très bon match. Très bien. Contre Montpellier, qui joue la relégation, et une équipe qui un très bon match. Mais très bien, voilà. Moi, ce que je dis sur Vitinha depuis le début, c'est que c'est un bon milieu de terrain qui, si Paris assumait, et tu le sais, je tiens ce discours depuis le début, et je ne vais pas changer par rapport au match d'hier. Je vais dire après ce que j'attends de Vitinha sur la fin de saison, et s'il me fait mentir, je dirais ici avec un t-shirt Vitinha que je me suis gouré sur lui. C'est enregistré. C'est enregistré. Les pouces, je sais pas quoi là. Donc, Vitinha, en fait, à mon sens, il devrait être normalement le quatrième homme d'un Paris Saint-Germain qui assumerait son statut d'équipe qui joue la gagne en Ligue des Champions chaque année. Pour moi, c'est comme ça que je vois le Paris Saint-Germain depuis la saison 2012-2013. Peut-être que je me gourre, et tu l'avais dit en début de saison aussi, je me rappelle, tu m'as dit peut-être qu'on voit Paris trop haut et que maintenant Paris n'est plus de ce standing-là. Moi, j'aspire encore à ça pour le Paris Saint-Germain. Si j'aspire à ça, je ne peux pas souhaiter que je peux pas souhaiter, c'est que de ce que je vois de Vitinha, et je dirais pas de son irrégularité, c'est pas forcément le bon terme par rapport à sa saison cette année, je suis d'accord. Mais sur les grandes rencontres, moi j'ai cette crainte-là. Maintenant, il y a 2 matchs contre Barcelone. Il y a 2 matchs que je dirais pas, si toute l'équipe foire, je dirais pas Vitinha a raté, tu as bien vu que, parce que si toute l'équipe foire, voilà, c'est un truc collectif. Mais s'il fait ce que moi je lui reproche toujours, c'est-à-dire de ne pas suffisamment jouer, je sais, tu m'as dit en antenne que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça, de pas suffisamment jouer vers l'avant, que ce soit par ses courses, ce qu'il a fait hier, et ses passes vers l'avant, ce qu'il a fait totalement hier, dans ces cas-là, s'il fait ça contre Barcelone, c'est-à-dire de me faire mentir, je le confesserai, comme il dit, sans aucun problème. Parce donc demi-finale, ça suffit. S'il est bon en quart de finale et que le PSG va en demi, pour toi, ça suffit. Je dirais pas Vitinha. Parce que je vais. En fait, Vitinha, parce que attends, après moi je suis fini moi. Maintenant c'est enregistré, quand on était en podcast, on s'en foutait. Mais là c'est des images qui vont tourner, donc là je vois bien ton piège. Mais parce qu'en fait, sur l'aspect pour aller loin en Ligue des Champions, l'Inter Milan a un meilleur milieu de terrain que le Paris Saint-Germain, intrinsèquement. Tu mets Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan dans l'animation de l'Inter Milan, c'est un meilleur milieu de terrain. Ils sont plus là. Tu prends le milieu de terrain de Dortmund, c'est pas un milieu de terrain. Bah non, mais tu prends le milieu de terrain de Dortmund, Atlético, Barça et PSG. C'est pas des milieux de terrain de classe mondiale, surtout le Barça avec les blessures de Pedri et de Gavi, voire de Frenkie de Jong. Mais il y en a un de ces 4-là qui sera en finale de Ligue des Champions. Mais Dortmund, mais tu vois bien que ça tient aussi du tirage au sort. Mais revenons sur Vitinha. Oui. Non, mais c'est parce qu'en fait toute la vision qu'on a de Vitinha dépend de ça. Dépend est-ce que Vitinha est un. Non, Vitinha ne fait pas partie des 5 meilleurs milieux de terrain au monde. Voilà, il n'y a pas de 5, pourquoi pas des 2 peut-être 10, peut-être pas 30, des 10, des 10 aussi, des 10 aussi si tu veux. Mais ça n'empêche que
ce qu'il apporte sur le terrain à ce Paris Saint-Germain est essentiel. Et ce Paris Saint-Germain-là est encore en lice en Ligue des Champions, il est encore en lice en Ligue 1, il est quasiment champion, il est encore en lice en Coupe de France, il peut quasiment remporter tous les trophées. Donc, qu'il soit pas dans le top 10, dans le top 15, dans le top 20, dans le top 50 de tout ce que tu veux des milieux de terrain, c'est pas grave, il est essentiel à une équipe qui va gagner. Donc c'est ça gagne pour l'instant, qui gagne. Qui pour l'instant, qui va gagner déjà, qui a déjà gagné le trophée de champion, qui va gagner le championnat, j'espère la Coupe de France, et qui aura eu un beau parcours européen. C'est déjà très très bien. Enfin, Laurent, je viens de voir si je peux me permettre. Oui. Les temps de parole, quand même, faudra vérifier. Quand même. Tu me le dis la prochaine fois. Alors, accrochez-vous, là, j'en ai pour 10 minutes. Non, si je peux me permettre, on va recentrer juste le débat, puisque la question de Bruno était... Merci, Oui, Laurent Perrin. Moi, C'est ça d'inviter des chefs. Moi, j'ai aussi. dit À un que moment c'était donné, meilleur. ça recentre un peu les choses. La question n'était pas que vaut Vitinha, la question était, Vitinha est-il le meilleur milieu parisien cette saison? Oui, c'est ça. C'est la question. On est d'accord. Quand j'ai reçu cette question, ma première réaction a été de me dire, bah non, c'est Zaïre Emery. Puis après, j'ai un peu réfléchi et tout, et je me suis dit, bah ouais, Vitinha. Pourquoi Vitinha. Comme l'a dit Romain, il a une polyvalence hyper précieuse. Moi, j'ai adoré ce qui s'est passé lors du match aller contre la Real Sociedad, où à la mi-temps, Luis Enrique décide de le mettre point de basse et ça métamorphose totalement le milieu de terrain, ce qui montre à quel point, déjà en termes de coaching, c'était génial, mais à quel point ce joueur offre des solutions à un coach. Donc ça, c'est hyper précieux. Après, c'est un milieu de terrain qui marque des buts. Et en tant que membre du fan club de Marco Verratti, Attends, fais pas. j'adore. T'es pas genre de ta cotisation. Je veux dire, là, t'es viré, là. Faut de ce que l'entend, là. Mais président, je tiens à vous rappeler que, alors, faut vérifier, je suis pas un homme de chiffres, mais Marco Verratti, en 11 ans, je crois que c'est 11 buts. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai regardé. C'est ça. j'ai regardé hier. Là, tu touches le point. Là, c'est vraiment. le point Je faible. répète, Marco Verratti, 11 ans, 11 buts. Vitinha, cette saison, il doit en être à 6. 6 buts, 6 passes décisives. 6 buts, 6 passes décisives. Ouais. Donc, voilà, en termes d'efficacité à l'approche de la surface, C'est un truc en deux plus. joueurs, C'est un vrai truc en plus. Après, Verratti, il avait quelque chose de romantique, il offrait du rêve et tout. Vitinha offre peut-être un peu moins de rêve, mais il le compense par l'efficacité. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Comme tu l'as dit, il a compensé tout le travail que faisait pas Mbappé en début de saison. Il a eu un creux entre novembre et décembre, il jouait beaucoup moins. Et on comprenait pas trop, parce que franchement, chaque fois qu'il jouait, il faisait ses matchs. Là, il revient, quelle que soit sa position. Ça va vite, il voit le jeu, il sent bien les trucs, il a des connexions avec tous ses partenaires. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est le meilleur milieu parisien pour le moment, même si Zaïre Emery a fait des choses formidables et on l'adore. Mais franchement, là, Vitinha, ce qu'il fait, c'est très fort. Faisons un peu de football fiction. Est-ce que la saison prochaine, le Paris Saint-Germain peut se dire, on part avec Warren Zaïre Emery, Vitinha, ou Ugarte aura digéré une saison à Paris et ça suffit, ou il faut venir... Non. Non, je pose la question, j'ai le droit de te la poser, Damien Loll. Oui, Damien Dupont, juste en termes de neutralité, bon, bref. Un pour contre neutre, d'accord. Thèse, antithèse, synthèse. La synthèse, je l'attends tout le temps. Mais non, de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe qui resterait ou pas, ce sera en fonction des profils. Mais Paris a besoin. Mais encore, vous avez l'impression qu'on répète ça quasiment à chaque. Depuis que cette émission est créée, en fait, si tu veux, là-dessus. Depuis c'est qu'à un moment donné, on disait qu'il manquait un milieu de classe internationale. Maintenant, il en manque peut-être 2. Alors, j'entends ce que dit Romain sur le fait que voilà, il faut voir aussi les joueurs tels qu'ils sont dans leur utilité, etc. Mais bon, comment dire, Paris manque au moins d'un taulier. Et on l'a vu par exemple avec Lyon, avec Larry Matic, etc. Qu'à un moment donné, un joueur qui surperforme, qui va prendre aussi l'aura, etc., ça peut être utile. Et au milieu de terrain, à Paris, il manque ce joueur-là. Et Ugarte, j'espère qu'il me fera mentir aussi avec le temps, mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas ce joueur-là. Je ne dis pas qu'il ne faut plus le voir dans l'effectif, comme je ne dis pas qu'il ne faut plus voir Vitinha dans l'effectif. Moi, j'aurais aimé. Zaïre Emery, pour moi, c'est autre chose parce qu'il y a aussi le fait qu'il faut qu'on lui laisse le temps de s'éclore et donc du coup, il faut lui laisser la place en fait et que je peux accepter qu'en fait qu'on ramène pas un milieu plus fort que lui pour le laisser Mais en revanche, je souhaiterais moi 2 milieux de classe internationale qui à minima joueraient la concurrence ou joueraient la rotation avec Vitinha ou Ugarte, avec évidemment un peu plus de matchs pour ces deux qui viendraient. Mais à un moment donné, je sais ce que c'est aussi le football aujourd'hui, que les milieux, que le En fait, je veux bien les profils pour en avoir 2. En fait, il faut qui? Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, mais ça, c'est en fait parce qu'en fait, c'est de la théorie. Mais tu peux en trouver. Qui aurait pensé à Beraldo? Beraldo, moi, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Il y a Moscardo qui a été pris, tu vois. Oui, bah, peut-être, mais Beraldo, il arrive et il te met Skriniar sur la touche, il te fait quasiment oublier. Danilo. C'est le jeu, c'est un peu le jeu d'aller recruter des joueurs de très haut niveau.
Et ils sont jeunes, hein. Zahir Emery et Ugarte et Vitinha. Vitinha, il a quoi, 23 ans? 23, là. Ouais, il a 23 ans. Donc, tranquille. Mais c'est formidable, tout ça. pour revenir sur Juste l'aspect sortir essentiel, Fabien Ruiz. et juste pour l'aspect essentiel, tu parlais de la période à l'automne où il jouait un tout petit peu moins. Il le remet dans un nouveau poste en numéro 6 pour la première fois au match à Dortmund, le match à Dortmund qui est décisif pour la qualification du Paris Saint-Germain. Et dans ce match-là, il est bon, voire très bon. Donc il y a encore un moment où il a répondu présent quand il le fallait et dans un rôle qui était nouveau pour lui. Donc c'est franchement entre donc là la sentinelle qu'il a fait donc à Dortmund et les matchs contre la Real Sociedad à part la première mi-temps de l'aller. Donc il était dans un rôle de sentinelle. Il a joué 8 comme hier, il a pu le faire où il joue relayeur un peu plus avancé et il est décisif. Il a joué milieu gauche compensatoire en début de saison. Quand il y avait les 4 milieux de terrain, il pouvait jouer soit dans les 2 plus bas, soit dans les 2 plus hauts. Et franchement, ça aide quand même. Ça aide d'avoir un mec qui répond présent dans tous ces trucs-là. Non, mais c'est pas qu'un couteau suisse, parce que couteau suisse, ça veut dire il comble des brèches. Non, couteau suisse, t'as l'impression qu'il bouche les trous. Non, il fait pas que combler des brèches. Il est bon dans tous les rôles qu'on lui donne. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, je sais pas si Damien, c'est pas pour t'amener vers la secte Vitinha qui est gérée par Gary de Jesus. Non, mais t'inquiète pas, je suis à l'aise là-dessus. Non, mais par contre, j'ai l'impression Luis Enrique compatible. C'est ce que je disais dans ma présentation. Il est intelligent. Tu sais quoi, hier, quand je l'entendais parler, je me suis dit, lui, il va finir directeur sportif. Ça m'a rappelé dans ses discours. Non, mais voilà ce que je veux dire. Il comprend ce que lui demande Luis Enrique, et chaque fois qu'on le bouge de poste, il remplit sa mission, il remplit sa feuille. Ça, je suis d'accord. Après, à mon sens, mais peut-être que je me gourre, pour moi, tu décris plus justement le 4e milieu d'un milieu à 3, c'est-à-dire celui en fait qui, dès qu'il y aura une absence, et dans un milieu de terrain, il y a plus souvent d'absence que dans certaines lignes du football, enfin que l'attaque ou la défense. Pour les raisons que l'on connaît, et j'espère que c'est fini après parce que c'est bon. T'inquiète, mais 42 minutes de temps de t'es parole. Pas obligé de dire les coulisses, t'es pas obligé de dire les coulisses. J'essaie de faire discret, à faire un petit geste de croix. Mais là, on filme pas, on est enregistré. Dès que tu bouges, ça fait sur toi. On voit pas. Bref. Les débuts en télé, monsieur Doll. Je suis juste en train de faire un petit signe. Je suis un mec de la presse écrite. Je sais bien. Si on parle de la presse écrite, c'est qu'on va pas être filmé. T'es pareil sur la radio, je te rappelle. Bon, mais en tout cas, voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais bref, donc on coupera ça. On peut faire ça. Ils font ça à la télé, non? C'est trop tard. C'est trop tard. Mais Damien, on s'arrête là-dessus. Je crois qu'il est à court d'arguments. Non, c'est pas ça. Mais moi, en fait, si tu veux, je ne veux pas que Vitinha parte du Paris Saint-Germain. Vous allez cut ça, etc. Pour dire, tu te rappelles ce que tu as dit, Damien? Mais je ne veux pas qu'il parte du Paris Saint-Germain. Je veux juste, en fait, à mon sens, pour moi, son rôle, ce n'est pas d'être le milieu sur lequel on va reposer. Et j'ai l'impression que par rapport à ce que dit Romain, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, maintenant, si je t'écoute, si Vitinha est absent, qu'est-ce que fait Paris? Je pense qu'il n'y a pas le profil de Vitinha actuellement au PSG enfin, il n'y a pas un autre profil que Vitinha. Et je trouve ça inquiétant. À l'époque où Mota, en fait, ça veut rien dire, ça. Si quand Verratti n'était pas là, c'était pareil. On disait après, ça, tu sais, il a fait la une de Abola ce matin, ce qui est assez rare pour des joueurs du PSG. Et il n'est pas impossible qu'il soit titulaire pendant l'Euro. Mais il est en progrès, c'est bon, vous n'avez pas perdu du bien là, c'est bon. Être milieu titulaire avec le Portugal, s'il l'est, c'est pas gagné. Mais ça montre sa valeur. Oui, il est en progrès. Gary disait justement, très justement que. On va citer Gary. Normalement, non, mais il disait sur Twitter que justement, là où il insiste souvent quand il vient ici, que les Portugais du PSG ne passionnent pas énormément au Portugal. Là, aujourd'hui, en une, je crois que c'est Abola, il y a Vitinha, il y a Nuno Mendes et il y a, je crois que c'est Danilo ou Gonçalo Ramos. Les deux, je crois, Vitinha et Nuno Mendes. Ouais, voilà. En tout cas, notre Vitinha va faire parler, ce qui est quand même assez fou. On a fait un débat autour de lui. On n'a pas réussi complètement à emmener avec nous Damien Doll, mais quand même, c'est un peu comme les politiques, ça se rapproche un petit peu dans les négociations. Allez les amis, on fait une pause, et la seule pause de cette tribune 100% PSG, le podcast de France Bleu Paris. Je vous rappelle, vous nous écoutez en podcast, vous émettez des petites étoiles et vous nous regardez sur YouTube. Vous n'hésitez pas avec les pouces, les petits commentaires, et on se retrouve dans moins de 30 secondes. À tout de suite. Cette semaine, gagnez vos prochaines vacances en famille. France Bleu Paris vous offre votre séjour d'une semaine pour 4. Mer, montagne, campagne, océan, la France est votre terrain de jeu et France Bleu Paris est à vos ordres. Gagnez vos prochaines vacances en famille, ici, sur France Bleu Paris. 100% PSG, la tribune.
Laurent Perrin du Parisien, Damien Doll de Libération et Romain Bédouc de France Bleu Paris et du Club des 5 sont avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité du Paris Saint-Germain. Dans cet épisode 30 de notre podcast 100% PSG La Tribune, on a parlé de Vitinha qui a été l'un des hommes du match, qui a eu la note de 9 dans le Parisien, dans l'équipe, avec son but et sa passe 8 dans le Parisien. 8, d'accord. On connaît le foot. Voilà. Tu viens de réintégrer le fan club de Verratti. Bravo Laurent. C'était sur le fil, c'était chaud là. C'était 9 pour Mbappé, pardon, voilà, c'était 9 pour Kylian Mbappé, mais donc Vitinha avec sa passe décisive, enfin ses 2 passes décisives et son but. On va parler d'un homme qui est en train de prendre un peu plus chaque jour en main ce Paris Saint-Germain, qui est en train de le dessiner à sa façon, à coup de schéma tactique, à coup de sortie dans la presse. C'est Luis Enrique, qui est en train de réussir son pari, de rendre un petit peu plus adulte le Paris Saint-Germain, club un petit peu foutraque et qui désormais, sportivement, ressemble à quelque chose et qui surtout est un petit peu cohérent dans ce qu'il fait, même s'il y a quelquefois des petits trous d'air, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. 24 matchs sans défaite pour le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. C'est quand même toujours bon de le rappeler. Luis Enrique qui aussi a commencé à prendre la parole, ça fait un petit peu taille patron, j'ai juste envie d'écouter. C'est sa première véritable énorme punchline. Celle-ci, franchement, bravo. Sortie du match de Nice, qualification. Oui, alors voilà, il n'y a pas assez de temps de jeu pour certains joueurs. Tatati, tatata. Bah tiens, pan, Luis Enrique. C'est quoi l'objectif? C'est que l'équipe gagne. L'objectif, c'est que lorsqu'un joueur signe pour le club, il soit prêt à se donner à 100%. Et à partir de là, ce n'est pas une ONG, c'est un club de très haut niveau. Donc les joueurs doivent donner leur maximum. Si le coach a confiance en toi, très bien. Sinon, entraîne-toi plus fort, prépare-toi mieux et profite des minutes de jeu que je te donne. C'est ça la compétition de très haut niveau, que ça te plaise ou non. Ouais, franchement, Damien, ce genre de propos, on l'attendait depuis longtemps quand même dans la bouche d'un entraîneur du Paris Saint-Germain. Ouais, non, mais il est fantastique parce qu'on a l'impression que hormis ceux qui sont vraiment dans les rouages internes du club, il semble totalement hermétique à absolument tout ce qui se passe, c'est-à-dire parfois les joutes qu'il a avec les journalistes. On a l'impression même qu'il en joue pour essayer de se protéger d'autres choses, comme ça, les critiquer sur ses réponses et pas forcément sur quelques petits points de jeu quand ça allait un tout petit peu moins bien dans le jeu. Moi, je suis absolument fan de ce coach. Encore une fois, il est trop tôt. Il est trop tôt pour savoir en fait si ça va être le meilleur entraîneur sous QSI et peut-être dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Évidemment, on va voir jusqu'où il nous emmènera et le bilan qu'on pourra tirer. Mais en tout cas, en fait, quel plaisir en fait de voir un coach aussi intelligent. Et je parle pas forcément juste dans ses déclarations. Cette punchline, moi, elle m'a fait sourire, c'est agréable, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, les matchs sont passionnants avec lui et qu'en plus, c'est pas juste passionnant. Puis après, bon, on perd ou alors le jeu est pas si intéressant que ça. En fait, tout est intéressant chez lui. Et même quand ça allait moins bien, en fait, voilà, on n'était pas, je dirais pas qu'on n'était pas inquiet, mais en tout cas, voilà, on se disait bon, allez, c'est un coup pour voir. Attendons de voir la suite. Et là, vraiment, pour l'instant, moi, il m'en a donné déjà pour suffisamment. Pas forcément pour dire que la saison est réussie, parce que je pense qu'il faudra encore attendre déjà de voir si on passe le Barça. Mais voilà, c'est vraiment un pur plaisir de l'avoir au Paris Saint-Germain. Bientôt champion de France pour le Paris Saint-Germain, demi-finaliste de Coupe de France, toujours en compétition en Ligue des Champions. On va vivre un mois d'avril très excitant. Et la question, c'est ça, c'est Luis Enrique. Est-ce que c'est déjà une saison réussie? J'ai compris dans ton propos, Damien, que pour l'instant, c'était pas encore totalement réussi parce qu'il va peut-être falloir encore... Une question de temps, effectivement. Laurent, pour toi, est-ce que déjà... Luis Enrique a réussi son pari avec le Paris Saint-Germain en arrivant et en restructurant un petit peu tout cela? Oui, alors il y a 2 lectures. Il y a la lecture sur le terrain, sur laquelle on est à peu près tous d'accord. Tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant est hyper intéressant. Franchement, on l'a dit en début d'émission, quoi. Il se passe vraiment quelque chose, les joueurs adhèrent et c'est agréable à regarder. Ensuite, ce qui se passe en dehors... moi, j'ai eu beaucoup de doutes en début de saison, mais comme d'autres suiveurs journalistes, c'est-à-dire que je le trouvais assez méprisant avec les journalistes, notamment le soir de Newcastle PSG, où personne n'a compris ce qu'il a fait, et je pense vraiment qu'il s'est planté, et il aurait pu venir nous dire « je me suis planté, j'ai fait une équipe trop offensive, j'ai mal mesuré l'intensité que les Anglais pouvaient nous mettre en milieu de terrain ». Il aurait pu expliquer, finalement, il a botté en touche en disant « vous ne comprenez rien ». Ça, ce soir-là, je me suis dit, il va dans le mur.
il a plutôt bien corrigé tout ça, mais surtout jusqu'à maintenant, ce que je retiens, c'est qu'il a réussi un énorme exploit. C'est-à-dire qu'on a passé le cap du départ de Mbappé sans crise. Et dans l'histoire du PSG, arriver à digérer ça, c'est-à-dire que sans doute le plus grand joueur de l'histoire du foot français qui quitte le PSG, qui l'annonce en plein milieu de saison et tout, ça aurait pu déstabiliser l'ensemble du truc. Lui, il a été le seul à tenir la baraque, puisque comme d'habitude, Nasser s'est planqué et Luis Campos n'a pas eu la parole. Et franchement, il l'a mis en tribune, il l'a mis remplaçant. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut franchement, ça va exploser. Parce que Kiki va faire la tête et Kiki va plus vouloir jouer et le PSG va plus gagner. Et franchement, il a géré ça de main de maître. C'est les résultats qui parlent. Hein. Les résultats, c'est toujours, voilà, il s'est qualifié contre la Real Sociedad tranquille. Contre Nice, tout s'est bien passé. Hier soir, tout va bien. Mbappé, il a la pêche, il a le sourire, il est en pleine forme. Et là, tu te dis, pour avoir négocié ce virage de telle manière, franchement, le mec est balèze. Franchement, le mec est balèze. Après, juste sur la punchline que tu as sortie, ouais, c'est drôle, mais c'est facile à sortir quand tu as Barcola et Gérard Soler en face de toi. L'année dernière, avec Messi, Neymar, Mbappé, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait sorti. Ouais, je sais pas. Toi, tu penses qu'il n'aurait pas sorti? Ah non. Mais non, parce qu'il est malin. Il connaît les joueurs qu'il a en face de lui. Il sait ce qu'il peut se permettre de faire et ce qu'il ne peut pas se permettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait parler. Toi, tu l'as interprété comme une pique aux joueurs, on n'est pas une ONG. Moi, je l'ai interprété plus sur les critiques de nous, on voudrait voir Mbappé à tous les matchs tout le temps. Et il dit mais non, mais en fait c'est pas le club, c'est pas le club de banlieue où tu t'amuses et on met tout le monde au moment. Non, moi je dois gérer ça de manière professionnelle. C'est pas une ONG. Je dois gérer ça de manière professionnelle et je dois essayer de répartir au mieux pour que tout le monde soit dans les meilleures conditions. Pris du côté des joueurs. Moi je pense que c'est plus sur le côté des joueurs. Mais je pense qu'il y a deux visions. Peut-être. Ouais. Mon Romain. Réussite déjà. Est-ce que on est déjà sur une réussite pour Luis Enrique ou est-ce que c'était pas encore terminé? Pour une réussite, il faut gagner la Coupe de France avec. Parce que toi, tu es champion de la Coupe de France. Pour moi, Coupe de France cette année, c'est trop important. Pourquoi parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas gagné. Ça fait trop longtemps qu'on l'a pas gagné. Il voudrait trop avoir domination avec la Coupe de France. C'est ça. Il a envie d'aller au stade Pierre-Mauroy. Non, mais pour moi, il y a une domination nationale. Il y a une domination nationale à réaffirmer. Il y avait une domination nationale où on commençait à se dire le PSG. Ça gagne pas tous les titres. L'année dernière, ça gagne avec 1 point d'écart. Là, cette année, il y a Mbappé qui va pas. L'année prochaine, il y a Mbappé qui va partir. Ça se trouve, il y a un coup. Non. Domination, on domine, on est là et donc on gagne le trophée des champions, on gagne la Coupe de France, on gagne le championnat avec 70 points d'avance, je m'en fous, mais on est là et on montre que les miettes qu'on a laissées aux autres clubs, c'est fini. Voilà, on est là dans cet aspect de domination. Maintenant, je pense que c'est une saison et c'est aussi une grande réussite pour Luis Enrique, c'est une saison sur laquelle, sauf dinguerie style remontada face à Barcelone, c'est une saison sur laquelle tu peux capitaliser. Si tu te fais éliminer à la régulière face au Barça, t'es tombé face à... Il a été très bon, je te coupe, mais sur la remontada aussi, très là, dans sa communication, on s'en est plaint de la communication de Enrique qui était très fermée. Incroyable sa réponse. Voilà, on rappelle juste qu'il a expliqué que la remontada n'avait servi strictement rien, puisque derrière il s'était fait sortir et que oui, c'était un souvenir, mais que terminé pour lui. Il a aussi rappelé qu'avant la remontada, il y avait eu une défaite 4-0. Et que le match de ce 4-0 là avait été quand même assez fantastique du côté du Paris Saint-Germain. Assez brillant sur le coup. Tu sens que le personnage est plutôt bon. Mais donc, tu vois, terminer, après on écoute Damien. Si tu te fais sortir par le Barça à la régulière et que ça sera une déception, mais avec le championnat et la coupe, pour moi, ça te permettra de capitaliser pour que ta saison prochaine se passe encore de meilleure manière. Donc là-dessus, c'est déjà une réussite parce que si on se met dans la tête du Paris Saint-Germain 2022 qui avait le suspense de Mbappé, de savoir si Mbappé s'en allait, qu'est-ce qui allait se passer avec le départ de Mbappé, là, on voit le futur déjà de manière bien plus améliorative. Donc en ça, c'est une réussite. Je vais me retourner vers Laurent, après je viens de voir Damien, mais Laurent, toi qui connais qui a l'oreille un peu de tout ce qui se passe un peu en coulisses aussi du côté du Paris Saint-Germain, on a l'impression aussi qu'il a mis à distance, alors je ne sais pas comment il a fait, mais on a quand même un Nasser Al-Khelaifi qui est un petit peu plus loin que prévu, qui a un peu plus de mal à passer la tête dans le vestiaire. On a un Luis Campos qui est au bord du terrain, qui vient faire des câlins, mais qui semble un peu moins présent dans le vestiaire. Est-ce que c'est... Parce que l'année dernière, avec Christophe Galtier, tout le monde passait par au-dessus et tout le monde s'en foutait. Là, on a l'impression qu'il a sacralisé un peu certains endroits. Non, je ne pense pas qu'il les maintienne à l'écart. Je pense qu'il impose le respect. Je crois qu'avec Campos, ça se passe vraiment bien. Mais il impose le respect. Nasser n'a pas à se mêler de ça. À partir du moment où tout se passe bien, Nasser, il est très content, franchement. Ah bah là, oui.
Tout se passe bien, le mec parle bien, ça donne une bonne image du PSG. Alors Nasser, comme pendant ce temps-là, il peut s'occuper du départ de Mbappé. Mais je pense pas. Et Luis Enrique, comme ça se passe bien avec Campos, il a des désirs très clairs sur les joueurs qu'il veut recruter et tout. On l'a vu avec Beraldo, il se trouve qu'ils étaient plutôt d'accord avec Campos. Et derrière, non mais il y a franchement, je crois qu'il n'y a pas de souci avec Nasser. Ils sont ravis de ce choix, ils sont ravis de tout ce qui se passe, quoi. Non, mais justement, c'était pour voilà, sur ce côté-là un peu, tu sens qu'il y a des ondes positives en fait autour de ce coach-là aussi, que ça soit les supporters qui commencent à être embarqués un petit peu par ce qu'il fait, et aussi par le staff et par tout ce qu'il a pu mettre en place. Juste par rapport à ce Paris Saint-Germain-là, pour toi, si le PSG venait à se casser la figure là dans le mois d'avril qui arrive, Damien, pour toi, ce serait est-ce que le Paris Saint-Germain régresserait ou finalement est-ce qu'il a déjà fait réavancer le PSG? Parce que moi c'est cette impression-là. J'avais l'impression qu'avec Pochettino et Galtier, on régressait dans le sportif, dans ce qu'on proposait, alors que là ça s'améliore quand même du côté du PSG. Après, moi j'ai un petit désaccord. Enfin, je suis d'accord quasiment avec tout ce qu'a dit Romain. Moi j'ai un petit désaccord quand même sur même si on se fait éliminer comme tu disais à la régulière, c'est-à-dire un match. Oui, non mais ça sera décevant. Voilà. Bien sûr, ça sera décevant. Mais pour moi en fait, pour moi la saison en fait vu que le Barça, et encore une fois, on en reparlera juste après, mais voilà, je respecte totalement ce. Tu vois, faut pas non plus faire genre c'est plié, mais qu'après tu vois l'autre demi-finale, tu te dis. Oui, bien sûr. Il y a certaines saisons, on se disait, on voyait le tableau, on disait, si on arrive à passer eux, il y a une année, on a réussi à aller jusqu'à City en demi, mais. Voilà, comment dire, j'ai cette impression que si on se fait éliminer par le Barça, en fait, on n'aura pas oublié dans le sens. Je ne réclamerai pas, si on se fait éliminer par le Barça, même à une grosse élimination, je ne réclamerai pas le départ de Luis Enrique. Bah oui, voilà, c'est ça en fait. Ça là-dessus, c'est clair et net, parce que pour moi, c'est le coach qu'il faut. En revanche, pour moi, la saison, si on revient à ta question, est-ce que la saison sera bien réussie? Pour moi, si on est éliminé par le Barça, quand même, on gagnerait la finale et le championnat, évidemment. Pour moi, la saison ne sera pas réussie. Et évidemment, en fait, si on élimine le Barça, j'attends à ce qu'on aille jusqu'en finale. Et si on perd en finale, je serai sûrement, je serai pas en Italie cette fois-ci, mais du coup parce que je pourrais plus aller sur le bord de la plage en train de pleurer pendant 3 heures. Mais j'irai dans les rues de Paris, voilà. Mais je serais hyper triste. Mais voilà, objectivement, 1 ou 2 mois après, je me dirais la saison est objectivement parfaitement réussie. Et quel coach! Tu voulais terminer là-dessus, Romain, et après derrière, on va glisser sur PSG l'aspect, Barcelone. Sur l'aspect réussite de Barcelone, oui, effectivement, en fait, je me suis mal exprimé. Ça serait une vraie déception et je pense que le PSG a le moyen de le faire. Mais je pense que si tu te fais éliminer, ça va pas foutre en l'air tout le travail que tu as fait pendant toute la saison. C'est en ça que je voulais le dire. Mais effectivement, oui, pour la réussite, c'est encore mieux si tu passes en demi. Mais avoir une cohésion collective et un tour de Ligue des Champions passé, ce qui n'était pas arrivé depuis un paquet de temps, encore plus avec du public, c'est déjà bien, quoi. En plus, en étant dominant d'un point de vue national. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique a de plus en plus de fans. Hier, on a vu une petite scène qui, c'est pas habituel. Donc c'est une scène qui est arrivée en début de match, avant le match. Vous savez, pour ceux qui vont quelquefois au stade et qui nous écoutent peut-être, on vous l'explique aussi, c'est que Luis Enrique et Luis Campos ont pour habitude d'aller au milieu de terrain. Ils se font voir, ils discutent un petit peu quelques instants au milieu de la pelouse. Et à la sortie de cet instant-là du côté de Montpellier, eh bien, il est allé checker des supporters et signer des autographes. Luis Enrique, ce que l'on n'avait pas encore vu pour lui. On sent qu'il y a une espèce de hype un peu qui est en train de se mettre autour de Luis Enrique, et c'est assez intéressant de voir qu'il est en train d'embarquer avec lui aussi une partie des supporters du Paris Saint-Germain. Les amis, parle français. Hein. Oui, et il a du mal, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Il a dit que c'était compliqué pour lui, que c'était pas facile alors qu'il avait essayé en début de saison. Mais c'est pas facile de s'exprimer en français. Ah non, bien sûr. En fait, c'est pas que de s'exprimer, parce que tu peux t'exprimer de temps en temps 2-3 minutes, mais avec la récurrence qu'a Luis Enrique de devoir faire 20 minutes tous les 3 jours dans une autre langue, c'est pas facile, hein, à devoir expliquer des concepts parfois techniques, parfois touchy, parce que non, mais on l'a vu avec Unai Emery qui avait commencé en français. Et en plus, Unai Emery, c'est un bon exemple, c'est que quand il faisait l'effort de le faire, on l'a tué. On se foutait de sa gueule. Donc il y a un moment, moi je peux comprendre. Et on parlait de Neymar. Neymar, il parlait français. Hein. Il parlait français, il comprenait complètement quand on lui parlait en français. Voilà, sauf que les mecs ne voulaient pas se mettre à nu en le faisant. Non, je parlais en termes de popularité. S'il veut devenir encore plus populaire en France, il faut qu'il parle français. Pour l'intérêt des médias, qu'il ne change rien. Parce que c'est conf
qui sont parfois décriés et tout. Voilà, quand il perd, on peut rien lui demander, mais quand ça gagne, il est souvent intéressant. Ah oui, il a envie d'échanger. Il commence à vouloir échanger avec la presse. Ça commence à arriver peu à peu. Ça commence à accrocher. Oui. C'est vrai. On verra la première défaite. C'est ça. Mais il aura fallu 24 matchs pour que ça se détende. Je parlais souvent des entretiens qu'il pouvait y avoir avec Free, avec Alexandre Ruiz, qui avait la particularité d'être en espagnol. Et donc, qu'il y avait un échange entre les deux, qu'on pense qu'ils aient raison ou pas l'un ou l'autre, c'est pas trop important. Le fait qu'il y ait de l'échange, et il y a eu ça en conférence de presse aussi en fin de semaine dernière avec El Chiringuito, quand il a commencé à faire il a félicité le journaliste d'El Chiringuito qui avait formulé sa question d'une manière un peu biaisée pour parler de Mbappé sans parler de Mbappé au Real et au Barça. Et donc, il y a des échanges quand c'est sa langue maternelle, on voit que c'est beaucoup plus naturel et que c'est beaucoup plus sympa à suivre. Maintenant, on peut pas lui demander de faire ça en français, c'est difficile. Je pense qu'il est très joueur, très taquin, et que parfois ça a été pris un peu comme du mépris. Je voudrais juste dire que je veux pas une médaille, mais j'ai fait un acte militant. La semaine dernière, il y a Del Chiringuito qui est venu me voir en me demandant de parler à son micro, et j'ai dit non. J'ai pas dit d'aller, mais ça voulait dire. J'ai dit le non avec mes gros yeux, ça voulait dire passe ta route. Merci Bruno. C'était bien ou pas? Du coup, on peut lancer le prochain sujet. C'était bien ou pas, Damien? Non, ça t'a pas plu comme acte militant? Non. Tout de suite la suite. Allez, les amis, avec désormais le tirage au sort de ton menu là. Le tirage au sort avec PSG Barcelone, c'est tombé vendredi dernier. Le Paris Saint-Germain a donc hérité de Barcelone en quart de finale. Le match aller, c'est le 10 avril au Parc des Princes. Le match au retour du côté de Barcelone à Montjuïc, pas du côté du Camp Nou. Montjuïc. D'accord. Montjuïc. PSG Barcelone, ça sera le 16 avril à 21h. Et on va se poser une question parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'effervescence. C'est bon, ça passe tout droit, le camion va passer tout droit. Est-ce vraiment un bon tirage pour le Paris Saint-Germain? On rappelle que derrière, en demi-finale, Dortmund ou l'Atlético Madrid, et après derrière peut-être une finale le 1er juin prochain. Laurent Perrin, journaliste et rédacteur en chef au Parisien, est-ce que c'est un bon tirage? Alors, rappelons-nous comment les choses se sont passées. Il restait 4 boules, dont le PSG. T'as raison, c'est hyper important ça. City. Et à ce moment-là, forcément, on se dit aïe. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et puis, miracle, le Barça. Donc, on évite les deux gros qui vont se bouffer entre eux. Donc, déjà, bonne nouvelle. Ouais. Et puis après, tirage des demi, Atlético ou Dortmund. Donc, forcément, quand on voit ça, on se dit bon tirage. Bon tirage, on a évité le pire. Après, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Il y a quand même du lourd, du très lourd. Et le Barça qu'on a suivi. Alors moi, j'ai suivi le Barça cette saison de manière épisodique. Autant j'étais concentré sur le Real, sur City. Le Barça, j'ai plus lu que regardé. Par contre, j'ai regardé hier soir. J'ai regardé hier soir. Bon, c'est un de leurs meilleurs matchs. C'est un de leurs meilleurs matchs. Ah oui, mais il tombe mal. Il tombe au moins bon moment. Et ce qui m'a intrigué, c'est les déclats de Xavi qui dit ça nous redonne le droit de rêver. Cette victoire 3-0 sur le terrain de l'Atlético, ça nous redonne le droit de rêver. Mais derrière, il dit mais je parle pas du championnat parce que le Real, franchement, là, ça va être très... Ok, alors tu rêves de quoi alors? De la Ligue des Champions. Et quand tu les vois, moi j'ai vu le résumé, c'est fort. Il y a quelque chose dans cette équipe. Alors c'est jeune, ça n'a pas beaucoup d'expérience, c'est très très jeune. C'est pas, forcément, tu as Gundogan et Lewandowski qui ont 53 ans, qui font monter la moyenne d'âge, mais il se passe quelque chose. Il y a une vibration, il y a un élan. Donc évidemment, ils vont être dangereux. Évidemment que ça va être très dangereux. Et je ne pense pas que le PSG soit favori. Je pense, alors ça fait très langue de moi, mais je pense que c'est vraiment du 50-50. Damien, 50-50 et un PSG qui est verni au tirage ou pas? Verni, si on regarde la position déjà de City qui est de l'autre côté, donc déjà, quoi qu'il arrive, tu es un peu chanceux quand même si tu vois City qui est pas de ton côté. Si tu vois qu'en plus, il n'y a pas le Real, c'est encore mieux, même si le Real est un peu moins impressionnant que d'autres années. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, je dirais pas Paris ultra favori, ni même, je sais pas le terme de favori, mais en tout cas j'ai l'impression que Paris a plus les armes pour embêter Barcelone que Barcelone les armes pour embêter Paris. Je ne sais pas comment Barcelone va faire pour arrêter Mbappé, pour arrêter Dembélé. Si Nuno Mendes continue sur cette voie-là, je ne sais pas comment ils vont faire pour arrêter un côté gauche, par exemple, si avec Mbappé quand il les axe sur la gauche, je ne sais pas comment ils vont faire pour arrêter ça. Ils ont des milieux, ils ont des notamment Cancelo qui a un air latéral qui est très offensif.
Il joue à gauche en plus. Quand oui, c'est ça. Donc du coup, il joue. C'est face à Dembélé, du coup, c'est ça. C'est face à Dembélé. Ouais, ça. Donc du coup, face à Dembélé, s'il monte comme ça avec les capacités en plus de projection de Dembélé et un Dembélé avec, encore une fois, là, il était absent hier, mais sa saison, je la trouve vraiment remarquable, même si ses statistiques, de buts, ne sont pas du tout favorables. En tout cas, dans le jeu, moi, il m'impressionne. J'ai l'impression que moi, Paris a plus les armes pour embêter Barcelone que l'inverse. Après, une fois que j'ai dit ça, je vais pas faire mon malin. Puisqu'il y a une saison où on avait gagné 4-0 et qu'on a trouvé moyen de se faire éliminer. Donc en réalité, je pars pas en fait en me disant c'est bon, c'est la victoire. Concentrons-nous sur la demi et pourquoi pas sur la finale d'ailleurs quand on voit les deux autres équipes. Voilà, j'ai l'impression que si plutôt un 60-40 pour Paris. Et après on verra sur les blessures parce qu'eux aussi sont pas vernis, eux contrairement à nous, ils sont pas vernis sur les blessures cette saison et encore plus sur la séquence que l'on est en train de vivre. Franchement, sur le papier c'est pas mal quand même. Toi, je sais que tu aimes ce championnat espagnol, que tu le suis très régulièrement, Romain, mais c'est le Barça. Oui, ça a respiré, oui, ils sont passés face à Naples, mais ils se sont fait bouger au match aller face à Naples et c'est pas non plus une défense exceptionnelle. Non, mais alors ce qui est factuel, c'est que sur les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions, vous prenez les 4 meilleures et les 4 moins bonnes. Il y a les 4 meilleures qui sont dans une partie de tableau, les 4 moins bonnes qui sont dans une autre. C'est pas faux. Donc là-dessus, et nous on est dans la partie de tableau qui est plutôt tranquille. Donc là-dessus, c'est difficile de dire c'est pas un bon tirage. Dire que c'est un bon tirage, c'est pas manquer de respect au Barça, et c'est encore moins dire que ça va être facile. C'est un bon tirage, c'est parce que tu pouvais tomber sur mieux. Donc si tu peux tomber sur mieux, forcément, tu as un tirage qui t'est plutôt favorable. Maintenant, le Barça, oui, c'est une équipe qui est hyper bizarre parce que ça va mieux depuis que Xavi a dit qu'il partait l'été prochain. Hier, ils font un bon match et encore en première période, tu vois qu'il y a des axes de faille potentielle du Barça, notamment la couverture des couloirs qui peuvent être pile les forces du Paris Saint-Germain. Sur l'aspect Mbappé, le Barça aime bien faire depuis 2-3 ans mettre Araujo, qui est un défenseur central, le mettre plutôt arrière droit quand il est face à Vinicius avec le Real. Et donc peut-être qu'il va faire à peu près la même chose face à Mbappé et essayer de faire un 1 contre 1 comme... Il les a bouffés. Oui, bien sûr. Non, mais il est bon, hein, il est très bon, Araujo. Et un peu comme Pep avait fait avec Manchester City, où il avait mis Kyle Walker en mission sur Mbappé. Là, ça serait peut-être Araujo qui serait en mission sur lui. Et ça va être intéressant de voir, avec un Mbappé qui aura un vrai client costaud sur lui, comment le collectif et comment les autres vont pouvoir réussir à s'exprimer. Et c'est là qu'un Dembélé va pouvoir être intéressant. Barcola s'il joue, Kolo Muani s'il joue, Gonzalo Ramos dans la surface, Vitinha qui vient aider, Nuno Mendes, Warren. Donc voilà, a aussi des qualités. Donc oui, il y a des qualités pour embêter ce Barça. Il y a la possibilité de faire mal à cette équipe-là en la respectant à l'aller et au retour. Maintenant, je veux pas qu'on rentre dans la psychose de dire mais on avait déjà gagné 4-0 et on s'était pris la remontada. Entre-temps, on est revenu là-bas, on a gagné 4-1 et il n'y a pas eu de remontada après. Donc on est c'était en 2021. Donc on est sur un truc où le PSG a les moyens de le faire. Il y a une vraie opportunité d'aller plus loin parce que tu te retrouves pas face aux 4 cadors de Ligue des Champions qui sont encore présents dans ce tableau. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il faut bosser et tu peux le faire, quoi. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que Barcelone, alors que le PSG n'a pas joué ça, Barcelone d'entrée, ils ont commencé sur les réseaux sociaux à allumer, à nous remettre des photos de Messi et Neymar en train de s'embrasser sur la remontada. Ils sont en train de déjà jouer à ça. Parce que c'est leur... pardon, excusez-moi. Mais c'est leur but. C'est leur but parce que s'ils jouent sur l'aspect remontada, on oublie que la dernière fois qu'on est venu au Camp Nou, on a mis 4-1 avec un triplé de Mbappé. Donc c'est à nous de faire jouer ça aussi. La remontada que Mbappé est piqué, quoi. C'est vrai que je pourrais ressortir la photo. Bah oui. On l'a ressorti, nous. Voilà, Ouais. Mais alors après, l'autre point fort du PSG, c'est Luis Enrique. Oui, parce que c'est l'histoire dans l'histoire, on le rappelle. Et lui, connaît par cœur toute cette rivalité. Il connaît évidemment par cœur le Barça. Il sait exactement ce que Xavi va lui proposer. C'est un peu la même philosophie, malgré tout. C'est pas les mêmes joueurs, mais c'est la même philosophie. Franchement, ce sera hyper intéressant. Intéressant. Et parce qu'il y a des... serait tombé contre Dortmund, on se dirait youpi, tralala, oui. Bon, là, on a envie de le voir, quoi. Parce que là, en fait, on a quand même des sacrées histoires. On a Dembélé le retour, on a Mbappé qui va signer sûrement à Madrid et qui donc
s'il veut faire passer un petit message à ses amis madrilènes, il faut qu'il étende par KO Barcelone. Effectivement, Enrique qui les retrouvailles. Tout ça, ça donne un quart super excitant en fait, Damien. Oui, surtout que même si les supporters des deux équipes d'ailleurs nient parfois ça, mais Paris-Barcelone, c'est devenu une rivalité en fait sous QSI et finalement en Europe. J'aimerais bien quand on me dit c'est pas une rivalité, j'aimerais bien savoir combien d'équipes le Paris Saint-Germain. Voilà, affronté plus que le Barça. Voilà, on est à 6 fois. Voilà, c'est 6 ça. fois, peut-être le Real, mais je suis pas sûr. Je crois le Real. Mais tu as complètement raison. Il y a un antagonisme avec le Real. Mais avec le Barça, par moment, ça tourne à la haine. Avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, mais en dehors aussi. Ça a commencé quand ils ont voulu recruter Verratti, souviens-toi. Eh oui. Marquinhos en 1. Verratti en 2. Bientôt Vitinha. Ce sera le moment de l'armistice. Mais voilà, je pense qu'il y a cette particularité. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment. Comment dire, on a même vu passer. Alors j'ai réagi assez, un peu moins maintenant sur les réseaux, etc. Mais un supporter, je sais pas, qui était sûrement 12 ans ou j'en sais rien, qui disait que l'ambiance dans le stade actuel du Barça sera meilleure que celle au parc. Ça c'est faux ça. Non mais si tu veux, en fait, à vrai dire, en fait, on a affaire plutôt maintenant. C'est des choses qui font plus sourire qui moi, ça m'a pas du tout énervé quand j'ai vu des trucs passer, etc. Ça m'a plus fait rigoler en me disant qu'est-ce qu'il raconte cela. Donc bref, moi j'ai bien hâte de cette double confrontation en tout cas et j'espère juste qu'ils me décevront pas. Moi quand je parlais de du 4-0 et éventuellement de cette déception, c'est plus j'aurais pu citer la limite un autre match Manchester plus par rapport à Paris qui nous a plus souvent habitués en Ligue des Champions en phase finale de nous décevoir à la fin quand on les attendait vraiment et la fois on les attendait pas où il y a le Covid etc. Ils nous emmènent en finale. Donc j'ai toujours cette crainte qui me permet de rester toujours humble sur les pronostics sur le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Moi, il y a un aspect sur les défaillances mentales qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain. Il y a un aspect que je trouve hyper intéressant dont on ne parle pas. C'est que les défaillances mentales ont souvent lieu en 8e de finale de Ligue des Champions, quand tu as 3 semaines entre l'aller et le retour. On se bouffe le cerveau. Et donc pendant 3 semaines, tu as le temps de surréfléchir, de cogiter, etc. Là, ça se joue en 6 jours. En 6 jours, il va y avoir le match aller face au Barça, il va y avoir le match contre Clermont où ce qui va se passer. Lorient, je crois que c'est Lorient entre les deux. Oui. Lorient, là-bas où tu vas amener les mecs qui vont jouer ce match-là. Voilà. Colomboigny, là, c'est parti les gars. Et en fait, tu as la possibilité en 6 jours, en faisant mercredi, mardi, tu as la possibilité de te faire un genre de cocon où tu es focus, non pas sur 90 minutes, et après il y a 3 semaines, et puis après il y aura 90 minutes, mais 180 voire 210 d'un coup. Et donc l'aspect mental, on l'a d'ailleurs vu, quand on a eu des avantages sur des quarts de finale de Ligue des Champions, on l'a un peu moins, on a senti un peu moins les défaillances et la surréflexion, et on rentre pas bien dans la rencontre. Même le match en 2012-2013 où il y a le but de Pastore au Camp Nou, où il y avait eu 0-0 à l'aller et on mène 1-0, on démarre bien ce match-là. On est bien. 2-2 à l'aller. 2-2 à l'aller, t'as raison. 2-2 et un partout. Blaise Mathieu. Seul contre-exemple à ça, c'est la double confrontation contre Chelsea avec justement le but de Pastore au match aller où on se dit à 3-1 à domicile, c'est bon, c'est passé plié, mais là c'est bien parti. Et après le bon match absolu sur le retour. Ouais, t'as raison. Mais c'est le seul contre-exemple sûrement. Mais là encore, ce match-là, on l'aborde bien. Enfin, c'est pas la remontada, c'est pas Manchester. Où voire même le Real aussi il y a 3 ans là, et 2 ans. C'est des matchs qu'on a mal abordés parce qu'on a surréfléchi pendant le laps de temps qu'il y avait entre l'aller et le retour. En tout cas, le quart de finale aller et retour, ça sera bien sûr à vivre sur l'antenne de France Bleu Paris, émission spéciale de 20h à minuit avec Miguel, Pia, mais aussi Eric Rabé, Sandra Tana et vous au 01 42 30 10 10 pour toutes les rencontres du Paris Saint-Germain. C'est bien évidemment depuis 15 ans sur l'antenne de France Bleu Paris. Le prochain match, c'est l'Olympique de Marseille, c'est dans
15 jours. Ça nous laisse la trêve internationale et on va terminer très rapidement avec les joueurs en sélection. Alors le Paris Saint-Germain nous a glissé à l'oreille que c'était 18 joueurs en sélection, mais si on fait bien le calcul, j'ai eu le droit à des petits messages de Romain Bédou qui m'a dit attends, mais en fait là tu es en train de compter Marquinhos, donc en fait ça ne fait que 17, mais c'est déjà pas mal 17 parce que ça fera un 4e pour la belote finalement pour Kurzawa, Mukiele, et voilà, c'est important d'en avoir quelques-uns pour jouer aux cartes du côté de Poissy. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Luis Enrique, c'est pas 3 jours de repos, ils reprennent dès demain. Ceux qui ne sont pas en sélection, il faut se retourner au travail. Est-ce qu'il faut être inquiet avec cette trêve internationale qui arrive finalement au mauvais moment où on sentait cette équipe du Paris Saint-Germain se lancer, Damien, on se disait waouh, voilà, on les sent bien, Nice, ça a accroché plutôt bien. Et finalement, on se retrouve avec cette pause qui vient tout couper et finalement, on pourrait peut-être même retrouver avec des joueurs qui peuvent se blesser, être touchés. Ça fait partie de toute façon des aléas d'une saison d'un club de foot, d'un club de foot professionnel. On s'est fixé depuis le début de saison. De toute façon, Paris sur une série d'invincibilité qui est incroyable. Donc, à vrai dire, ça aurait pu arriver au 20e match sans défaite. À vrai dire, de ce qu'on attend de Paris, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Luis Enrique, sur les joueurs, sur la progression de l'équipe, normalement, une équipe, avec tout ce qu'on dit, ne doit pas avoir de trou d'air mental. Physique, ça on peut rien y faire, mais en tout cas mental, là-dessus, ne doit pas être perturbé par un retour à cette compétition. Les grands clubs, ils ont tout grand club a déjà eu un trou d'air en revenant après un match de Ligue des Champions ou après un match de. Oui, mais c'est Marseille derrière, tout de suite. Oui, mais bon. Marseille, tu peux le gérer sans avoir ton équipe type. Parce que finalement, la question de Marseille, c'est de savoir si Mbappé sera titulaire ou pas. Pour moi, l'équipe type, tu la mets contre Rennes. C'est ça ta répétition générale. C'est ta demi-finale de coupe, tu es au parc, tu es dans des conditions qui sont favorables. Alors après, tu t'adaptes aussi à ce que le Barça va te mettre et par rapport à ce que Rennes va te proposer aussi. Mais Marseille, tu peux avoir des joueurs qui sont censés être de rotation qui peuvent être là. Je crois qu'ils ont en plus, c'est 11 ou 12 joueurs aussi qui partent en sélection. Je crois, Marseille. Donc eux aussi vont être dans des difficultés. Et après, bon. Je pense que Luis Enrique ne mettra pas une équipe bis, tu vois. Non, mais en mettant une équipe à prime, tu as les moyens de battre Marseille là-bas. Donc, moi, je pense pas que ça va couper la spirale, la dynamique, parce que déjà, c'est des matchs amicaux. Il n'y a pas de grands déplacements à faire. C'est pas comme quand on avait la moitié de l'équipe qui partait en Amérique du Sud, en passant par la Bolivie et puis en revenant par la Thaïlande. Là, tout le monde est en Europe, les matchs vont être plutôt bien gérés. Je ne suis pas sûr que Mbappé fasse les 2 matchs. Je ne suis pas sûr qu'il joue contre le Chili à Marseille, mais peut-être qu'il fera une mi-temps. Et puis voilà, et si jamais il y a un risque de casser la dynamique, du côté du Barça aussi, ils ont que des internationaux, et ça pourrait aussi casser la dynamique qu'ils ont depuis 2 semaines, tu vois. Je ne pense pas qu'on va les retrouver très très différents dans 2 semaines. Le Classico, la question sur le Classico, parce que moi, j'ai aucun doute sur Rennes. Là, c'est ce qu'il a annoncé, Luis Enrique. Maintenant, on sait qu'il le fait. Sur les matchs coup près, il met son équipe type. Donc, Mbappé joue. Maintenant, le Classico, c'est de la Ligue 1. C'est le dernier Classico de Mbappé. Est-ce qu'il va lui faire une fleur ou pas et tout, je pense qu'il s'en fout. Il va gérer comme il le voudra. Et comme tu dis, avec une équipe à prime à Marseille, ça peut le faire, quoi. En plus, je rappelle juste, je suis assez curieux de voir comment on va accueillir Puis Marseille va accueillir justement Mbappé. Parce que maintenant il est plus estampillé PSG, tu penses? Moi, je l'ai déjà vu de certaines personnes avec qui je discute qui sont fans de l'OM. J'ai déjà vu des petits bougers sur Mbappé. Et notamment qui ont défendu Mbappé contre Luis Enrique pendant la séquence avec Ousmane. Je vais dire, vous abusez les gars. Ils m'ont dit, non, laisse tomber. Les aurait été en face de moi, ils m'auraient fait un clin d'œil. Globalement, je crois qu'ils ont d'autres soucis aussi que Mbappé. C'est un peu comme Der Zakarian hier soir. C'est Der Zakarian qui a dit, vous m'emmerdez avec Kylian Mbappé. On était au pays de la poésie, puisqu'on a eu aussi TJ Savanier qui a expliqué de ses problèmes de cul, entre guillemets, ça faisait mal aux fesses de se prendre 6-2 par le Paris Saint-Germain. T'as aimé ton déplacement, hein. Ça fait de ton lancement jusqu'à ta chute. Voilà. Là, c'est tout le plaisir que tu as. L'émotion en passant par le TGV. J'ai adoré. Mais non, mais tu sais quoi, c'est vraiment ce club-là de Montpellier.
Voilà, je trouve tout ce C'est qui un club familial. Non mais tout ce qui a été fait, non mais justement, je trouve que tout ce qui a été fait est en train de se délabrer par rapport à une structure. Je te dis pas que le travail de Laurent Nicolin n'est pas bon, je te dis pas que ce qu'a fait Loulou Nicolin n'est pas bon. Je te dis juste que les structures, ce qui est en train d'être développé, tu ne peux pas rester avec un club comme ça en Ligue 1, c'est pas possible. C'est un truc de ma boule. Et j'ai eu 2-3 personnes qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce stade? Et là, mais les copains de France Bleu Héros m'ont expliqué. Il pleut, la dernière fois il a plu. Il y avait des trompes d'eau qui tombaient sur les spectateurs parce que le toit est troué. Enfin, on est chez les barges. Donc voilà, c'est plus un stade de bref. Mais pourquoi on m'avait fait terminer là-dessus? C'était pas là-dessus qu'on devait terminer. Ton sifflet, il est où ton sifflet? Voilà, c'est le sifflet, c'est maintenant. Voilà. Je voudrais dire que je suis très très fier. On avait préparé un jingle spécifique pour la boîte à sous. Pas un gros mot. C'est toi qui viens d'en parler en plus. C'est vrai. Quand tu parles de Savanier. Effectivement. Ouais, mais bon, je me suis mis dedans tout seul, mais voilà. Mais en tout cas, on avait un jingle pour la boîte à sous et pas eu besoin du jingle pour la boîte à sous. Bravo à toute l'équipe. Merci Laurent Perrin, merci Damien Dole, merci à Romain Bédouc pour ce podcast que vous retrouvez bien évidemment sur francebleu.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement, la plateforme de téléchargement de Radio France pour les podcasts. Vous n'hésitez pas. Et puis la petite nouveauté, ça fait désormais 2 mois que c'est comme ça. Vous retrouvez nos trombines sur YouTube et vous n'hésitez pas, il l'a dit, Romain Bédouc, des pouces, c'est important et mettez d'où vous nous écoutez. Maintenant, ça aussi, c'est la nouveauté. Faut mettre les endroits où on vous écoute, c'est très très important. Et vous avez Damien Dole, bien évidemment, qui pouffe dans son coin. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Il est temps de débrancher ce podcast.